Bonjour à tous, bienvenue pour le débrief de cette 9e journée de Ligue 1, une journée qui nous a encore réservé pas mal de surprises et surtout pas mal de bangers. Je vous inviterai à regarder les résumés sur la chaîne de la Ligue 1. On va débriefer ça ensemble, les 9 matchs de la journée pour la 8e fois de la saison, puisqu'on a quand même un débrief qui a sauté. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher les pouces, de booster la vidéo, de mettre des commentaires, etc. etc. Les pouces, c'est très important, ça permet de référencer le débrief et de le pousser encore plus. Je vous rappelle également que le débrief sera disponible sur Spotify, normalement mardi midi, mardi après-midi. Voilà, on va débriefer cette journée ensemble, comme d'habitude, les 9 matchs de la journée dans l'ordre chronologique, et ensuite on fera la petite équipe type et on se projettera sur la prochaine journée qui aura lieu en semaine, qui aura lieu mercredi, et mercredi à 19h et mercredi à 21h05. On va enchaîner un petit peu puisqu'on aura une trêve internationale derrière, après le week-end suivant, donc il va falloir s'accrocher, il va y avoir du sport. Un prochain débrief d'ailleurs, ce sera jeudi soir, le lendemain donc de cette journée. En semaine, on va commencer par regarder les résultats du week-end, les résultats de cette 9e journée qui a commencé par un plutôt sympathique Paris FC Nantes vendredi soir et enfin la victoire du FC Nantes sur la pelouse de Jean-Bouin avec notamment un des plus beaux buts de la saison signé Mathis Ablin à la 38e minute sur un corner. On a vraiment un contrôle parfait, une volée enchaînée qui vient se loger sous la barre de Ncambadio. Victoire donc du FC Nantes, il était temps, ça faisait pas mal de temps qu'on disait que le FC Nantes allait finir par gagner, parce qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif. Enfin, ça y est, ils ont gagné face à un Paris FC qui était pourtant pas trop mal ces dernières semaines. Match suivant, Brest-PSG, il n'y a pas trop de suspense, le PSG en claquette, clairement sur la pelouse de Francis Leblay qui a fait une bouchée du stade brestois, malgré un petit vent de rebelle mais malheureusement Romain Del Castillo a complètement foiré son penalty qui aurait pu relancer le match, un 3-0 bien tassé qui permet au Paris Saint-Germain de reprendre la tête du championnat, vous allez le voir, puisque l'Olympique de Marseille a perdu. Le match suivant, c'était Monaco-Toulouse, un match pas foufou, pas très intéressant et à sens unique, et une victoire pas très flamboyante des Monégasques sur un but de Salissou. Pas très intéressant dans la globalité. Le TFC assez faible, qui une nouvelle fois à l'extérieur a joué la carte du béton, ce qui n'était pas forcément ce qu'ils avaient en tête à domicile. Et une défaite, je pense que c'est le match sur lequel on va passer le plus vite, parce qu'on a genre 3 expected goals pour Monaco, mais c'était simplement pas bon comme match. C'était un gros rompiche, et il fallait faire autre chose pendant le match. Voilà. Lens-Marseille, pour le coup, match plutôt plaisant, avec une ouverture du score de Marseille. On s'est dit Marseille continue sur sa lancée, continue de caracoler en tête du classement, et malheureusement pour les Marseillais, le match a été plombé par un Benjamin Pavard qui a concédé un penalty avant ensuite de mettre un CSC. Sale semaine pour Benjamin Pavard, sale semaine pour l'Olympique de Marseille après avoir été défait par le Sporting en Ligue des Champions. Les voilà défaits par le RC Lens de Pierre Sage sur cette journée qui leur fait perdre la tête du classement, puisque Marseille tombe à la 3e place derrière Lens qui prend la 2e place. Bon, le match habituel de Metz, une branlée comme d'habitude. Metz est à -20 en différence de but après 9 journées, 6-1 pour Lille. Vraiment, on a bien ri. On a eu un peu peur aussi pour le gardien messin qui est sorti sur civière avec une commotion cérébrale, mais ça va, il est en train de se reposer. Metz, ça va être très compliqué. Encore une branlée complète, 26 buts encaissés en 9 journées, ça va être très laborieux. Pendant le multiplex, on avait 2 affrontements hyper importants en vue du maintien, et à ce jeu-là, c'est Angers et Le Havre qui ont gagné, puisque Angers s'est imposé 2-0 contre Lorient, après avoir quand même pris le bouillon tout le match, mais ils ont été réalistes, les Angevins, grâce à leurs 2 jeunes en attaque, Prosper Peter et Sidiki Chérif. Et du côté de Auxerre, la grosse déconvenue, il ne faut pas les perdre ces matchs-là du côté des Auxerrois, et malheureusement pour Auxerre, ils se sont inclinés 1-0 face au Havre dans un match vraiment coup près. Dans l'autre match coup près pour l'entraîneur, Habib Beye s'est une nouvelle fois incliné sur la pelouse du Stade Rennais. Défaite 2-1 en faveur de Nice, et Habib Beye, ça commence à chauffer très fort pour ses fesses, puisque Rennes est vraiment dans un état lamentable, quand bien même il y a eu une petite rébellion en fin de match. On a eu d'ailleurs une égalisation toute fin de match de Kader Meïté, mais qui a été annulée pour un hors-jeu. Et enfin, le dernier match de cette journée, le banger d'Afonso Moreira, qui nous permet à l'OL de s'imposer et de revenir dans la course au top 4 face à une équipe de Strasbourg qui n'était pas terrible dans l'absolu. Voilà pour le résumé
résumé des 9 rencontres. On va désormais prendre les rencontres les unes après les autres et on va commencer par Paris FC Nantes, le match d'ouverture de cette 9e journée. Paris FC qui restait plutôt sur une bonne série, avec quelques absents quand même, hein. On avait Sangui qui était une nouvelle fois absent avec 2 semaines titulaires, Crasso toujours titulaire en pointe, et du côté de Nantes, on se retrouve avec Youssef El Arabi en pointe, plutôt que Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed qui faisait quand même une saison particulièrement dégueulasse jusqu'ici, et je pense qu'on ne s'attendait pas forcément à devoir compter sur Youssef El Arabi, 38 ans, en pointe de l'attaque nantaise, et pourtant, c'est lui qui va ouvrir le score sur un très beau débordement d'un joueur que j'aime bien, Louis Leroux, côté gauche, qui lui remet à l'entrée de surface. Et là, on a une frappe ratée limpide de Youssef El Arabi qui permet à Nantes d'ouvrir le score. Dans la foulée, on a un but pour le Paris FC qui est annulé pour un petit hors-jeu. Et derrière, sur un corner repoussé, on a Pierre Lesmelou qui fait une espèce de passe un peu en volée qui tombe sur Chergui qui égalise. Et là, on se dit, bon, bah Nantes, ils vont pas y arriver, hein. Ils vont pas y arriver. Du côté de Nantes, mais c'était sans compter sur le réveil enfin de Mathis Ablin qui avait été tellement malchanceux cette saison avec des frappes sur le poteau, des frappes sur la barre. Bah, cette fois, je peux vous dire qu'elle est bien rentrée, cette reprise de volée absolument fabuleuse sur le côté droit de la surface qui file sous la barre de Cambadio. Et enfin, donc Nantes va chercher cette victoire et se sort de la zone rouge. Je vous disais depuis le début de la saison qu'il y a quand même un peu de ressources dans ce FC Nantes. C'est pas non plus le match du siècle qu'ils ont pondu, mais enfin, on voit un Mathis Ablin qui justifie le prix qui a été demandé cet été de la part de Valdemar Kita. On verra si c'est la théorie du ketchup et que les buts vont pleuvoir d'ici là, mais là, c'est un geste d'une classe absolument folle, quoi. Encore une belle info de Santi sur Bay. Oui, non mais il n'est pas viré, Bay, juste ça commence à sentir du cul pour lui. On nous a dit qu'il allait être... on va en parler plus tard, de toute façon, on n'est pas au match de Rennes. Nantes, plutôt rassurant, avec une défense de qualité, hein. On a eu un très bon match de Awaziem, très bon match de Tatsi, très bon match de Leroux aussi, hein. Le choix payant de continuer à mettre Leroux plutôt que Kodza, hein. Leroux qui a un profil plus offensif que Kodza en latéral gauche, et c'est lui qui vient créer ce premier but. Évidemment, Ablin enfin récompensé. Comme par hasard, quand Mostafa Mohamed n'est pas titulaire avec lui, on a l'impression qu'il se marche un peu dessus. On a quand même un match assez rassurant de la part du FC Nantes, notamment dans l'activité. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Guirassy qui a été vraiment partout, tout le temps. Et de manière générale, ils ont réussi à éteindre un petit peu ce Paris FC, malgré quand même des ressources, hein. On a du Kebal, on a du Lopez, on a du Moses Simon, et on les a pas vus dans le match. On les a vraiment très peu vus. Alors oui, ils se sont arrêtés de jouer en deuxième mi-temps, effectivement, mais je trouve que c'est une victoire qui n'est pas volée pour Nantes et qui est méritée compte tenu de ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison. Ils ont souvent été malchanceux, ils ont raté des matchs, hein, clairement. Il y a des matchs où ils ont mérité de perdre, mais voilà, il y a eu quand même enfin ce top joueur qui normalement va leur permettre de passer une saison tranquille, qui est Mathis Ablin. Il ne faudra pas qu'il parte cet hiver par contre, mais si Mathis Ablin se remet en ordre de bataille comme il l'a fait ce week-end, à ce moment-là il n'y aura pas trop de problèmes à se poser du côté du FC Nantes. On va avoir le retour de Johan Le Penant d'ici quelques semaines qui va leur faire beaucoup de bien, mais quand même il faut se rendre compte que quand on regarde l'effectif du FC Nantes, vous avez une quantité incroyable de joueurs dans cet effectif qui soit étaient des bébés il y a un an et demi. Je pense à Louis Leroux, je pense à Taïlel Tati qui a 17 ans, ou alors qui était complètement tricard. Enfin, Oisiem, ils sont revenus le chercher d'entre les morts. Guirassy, Benatab sont des joueurs qui sortent de nulle part. Mikel Lado, c'est un joueur qui a jamais connu le grand championnat. Même le milieu de terrain, quand vous avez du Tabibou, vous avez du Duff, vous avez ce centre de formation qui carbure. Je crois qu'il y a eu 5 joueurs formés au club en seconde période avec les entrants, et c'est quand même cool de voir que Nantes finalement réussit toujours à sortir des talents dans une époque où le football est de plus en plus concurrentiel, et des joueurs qui peut-être seront pas les nouveaux Lionel Messi, mais qui ont assez largement le niveau Ligue 1, comme Leroux, comme Tabibou, comme voilà, tous ces mecs là. Quand tu vois ce qu'ils perdent cet été, oui voilà, cet été, ils perdent Nathan Zézé. Les mercatos précédents, il y a toute l'ossature qui finit en lambeaux. Nantes se démerde avec des bouts de bois et c'est pas flamboyant, mais c'est une reconstruction. On verra ce qui se passera avec Mathis Ablin. Il y a eu un choix qui a été fait cet été de le garder, probablement parce qu'il n'y avait pas des offres suffisantes. Et il va falloir que ça paye. Il va falloir que Mathis Ablin finisse la saison à 10 ou 15 buts pour que ce soit rentable et pour qu'ensuite il puisse s'envoler vers d'autres cieux sereinement et rapporter de l'argent dans les caisses dont le FC Nantes a terriblement besoin. Lopez est comment à Nantes? Il est toujours fiable. Les Nantais sont très contents d'avoir Anthony Lopez dans leur majorité. Vous me corrigerez les Nantais dans le chat ou dans les commentaires. Mais Anthony Lopez fait très largement le taf à Nantes. On était quand même sur un club qui
qui sortait d'Alban Lafont, qui n'avait pas forcément marqué les esprits par sa régularité. Et Lopez fait une très belle fin de carrière du côté du FC Nantes. Il a sauvé des points à lui tout seul cette saison déjà. Et moi, je suis content pour lui qu'il finisse très clairement sa carrière dans un club qui l'accueille bien et qui lui porte plutôt bonne chance pour l'instant. Voilà, les Niçois, vous me dites dans le chat que vous êtes plutôt contents sur Anthony Lopez. J'ai été globalement un peu déçu du match du Paris FC. Je les ai trouvés un peu timides, pas très entreprenants, pas très en réussite, notamment sur le plan technique, alors que c'est quand même une équipe qui a sur le papier des bons joueurs. C'est un match qui a été équilibré. Il y a des très bons joueurs dans cet effectif, mais cette fois, Cambadio fait pas de miracle. Il fait même pas forcément un bon match, alors qu'il avait été brillant sur les derniers matchs. Crasso, Simon et Kebal ont été quasi invisibles. On a Alès Melou qui fait un bon match, mais pour le reste, c'est moyen. Très déçu également des latéraux. De Smet a vraiment pas été bon. De l'autre côté, c'était qui déjà? C'était Traoré. Amari Traoré, c'est ça? Non, c'est ça? Oui, c'est Amari Traoré, l'arrière droit. Ouais. Amari Traoré qui s'est fait bouffer par Louis Leroux sur le premier but. Kebal a été bon. Kebal a été moyen, je trouve. Il a été moyen. Alors après, il nous a habitués à des standards élevés, donc c'est normal qu'on soit exigeant. Moses Simon, transparent. Globalement, je pense que ce qui fait la différence sur ce match, c'est la qualité des latéraux. D'un côté, vous avez Louis Leroux qui fait un super match. De l'autre, vous avez De Smet qui a été vraiment très nul. Très nul De Smet. Et de l'autre côté, vous avez Traoré qui fait un très mauvais match. Et bon, le but de Ablin, c'est un banger, c'est difficile de l'arrêter. Mais sur le premier but, on est clairement se fait déborder par Louis Leroux. Ça va, c'est pas Jordi Alba non plus, quoi. Donc, c'est la bon follow, ta carrière ratée, personne ne veut te recruter, la fonte est nulle à chier. Vous êtes dur quand même. Vous êtes dur. Après quoi, il joue Panathinaikos maintenant, Alban Lafont. Bon, il a rendu des services quand même. Voilà. De toute façon, Alban Lafont, son malheur, c'est d'avoir été bon trop tôt. Et comme il était d'un niveau Ligue 1 à 17 ans, on a mis des très gros espoirs sur Alban Lafont et il se trouve qu'il n'est jamais allé au-dessus de ce niveau-là. Donc c'est un peu malheureux pour lui, hein, mais Nantes a mis du temps à s'en débarrasser et d'ailleurs l'a pas forcément bien vendu, quoi. Mais on n'en fait pas assez sur le fait que De Smet est une copie conforme de Alès Melou physiquement. Ouais. Je suis pas hyper convaincu par cette comparaison, mais si tu le dis, ça m'a pas sauté aux yeux. Ça m'a pas sauté aux yeux. Bref, voilà, sur ce match Paris FC, FC Nantes, le FC Nantes qui du coup sort de la zone rouge, le PFC qui lui retourne, enfin il était déjà, mais stagne dans le ventre mou. On avait potentiellement évoqué l'idée que le Paris FC pourrait viser plus haut. Ce sera toujours pas le cas pour l'instant. Et on va passer sur un match où je pense qu'on va passer assez rapidement aussi, puisque c'est un match qui a tourné assez vite à sens unique. C'est Brest contre le Paris Saint-Germain. Une équipe de Brest qui a l'habitude de perdre contre le Paris Saint-Germain. Ils prennent des branlées à chaque fois, que ce soit en France ou en Ligue des Champions. Brest qui se présentait avec deux absents, Kamori Doumbia et Rémi Labo-Lascari qui n'étaient pas rentrés de blessure, et Brendan Chardonnay sur le banc. Les Brestois qui arrivaient invaincus depuis 4 matchs, ils étaient sur une bonne dynamique. Bon, ça a malheureusement pas fait illusion. Le Paris Saint-Germain de son côté, toujours avec une équipe semi-simili-bis. On n'avait pas Dembélé, on n'avait pas Doué, on n'avait pas Mendes qui était sur le banc, et on avait Mayoulou qui était titulaire. Ça a suffi très largement. Une ouverture du score signée Hakimi sur une magnifique louche de Vitinha. Un deuxième but, pareil, Hakimi après un 1-2 avec Kvaratskhelia. Et le PSG qui finit son match à la 96e avec un but de Désiré Doué lancé en profondeur par Warren Zaïre-Emery. Bon, ça aurait pu tourner autrement avec ce penalty. D'ailleurs, il y a une intervention de la VAR qui dure 8 minutes. Je crois que ça dure 8 minutes, montre en main, l'intervention de la VAR. C'est infernal. C'est infernal. Ça a mis 8 minutes à décider s'il y avait main ou pas de Mbaye. Est-ce que c'était évident? Honnêtement, je sais pas. C'était un peu difficile à voir, mais à ce moment-là, est-ce que c'est une erreur manifeste? Je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au bout de 8 minutes, on a un penalty pour Brest, et là, Romain Del Castillo qui glisse et se casse la gueule, et envoie le ballon en tribune. C'est dommage, parce que je pense qu'avec cette réduction du score, on aurait pu voir une belle fin de match, puisque le PSG a joué vraiment avec le recul frein. Mais malheureusement, Brest n'a pas fait de miracle, et Brest s'incline donc 3-0. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Que le PSG est de nouveau leader déjà, sans réellement impressionner, en faisant tourner,
en étant performant en Ligue des Champions, mais en étant relativement moyennasse en Ligue 1. Mais ça suffit, le talent individuel suffit. Il y a des matchs qui sont gagnés comme contre Auxerre avec des buts des défenseurs centraux sur corner. Il y a des matchs qui sont gagnés sans forcer comme celui de dimanche, de samedi, pardon. Bon, bah comme d'hab, le PSG, est-ce qu'ils sont prenables? Peut-être, mais alors vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur avec ce PSG-là, quoi. Ils sont sur une autre planète, effectivement. C'est très très difficile pour une équipe de Ligue 1 de rivaliser avec des mecs comme Vitinha ou Hakimi. Enfin, Hakimi, on le sait, en plus, quand on voit la compo, on sait que Hakimi va jouer latéral intérieur, même ailier intérieur, et malgré ça, bah, c'est impossible. Le placement, la justesse, la finition, c'est indécent d'être aussi fort que ça. Donc effectivement, quand tu mets un mec comme Hakimi qui est capable de se placer à peu près là où il veut avec cette qualité de finition pour un latéral et qu'en plus tu lui mets derrière lui une espèce de sniper laser qui est Vitinha qui a encore fait un match indécent, c'est impossible. C'est impossible. Et en plus, quand ils sont nuls, tu te retrouves avec des buts sur corner de Zabarni, de Beraldo et compagnie. Donc ça va être très très dur, même si le départ est pas canon, puisqu'ils ont déjà 2 nuls et une défaite, et c'est pas forcément habituel pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que physiquement, ça va flancher sur le long terme. Mais bon, voilà, ça peut se permettre de faire tourner l'effectif dans des matchs simili-secondaires. On verra, hein, l'OL va affronter le PSG dans 2 semaines. Peut-être qu'il y aura un miracle, mais très honnêtement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop au miracle. C'est un peu douloureux pour Brest, hein, parce que Brest retourne de nouveau côté maintien, alors qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Toujours ce manque de réussite, hein. Là, on a le penalty de Del Castillo. Alors, c'est pas vraiment un manque de réussite parce qu'il se casse la gueule tout seul, mais c'est quand même pas de bol. Il y a quand même beaucoup de matchs où Brest, ça tourne pas en leur faveur, hein. Ça tourne pas en leur faveur. Même là, il y a pareil, une opportunité pour Mama Baldé de revenir à 2-1 et ça rentre pas. Il y a ce sentiment que après avoir une saison où tout leur réussissait en championnat, ensuite on a eu une saison où c'était quand même brillant en Ligue des Champions. Là, c'est la saison où ça va pas, Brest. Et c'est un peu dommage parce qu'on est sur une équipe qui est quand même pas mal, même s'il y a un certain nombre de choses qui sont pas parfaites, notamment défensivement. On essaye de toujours trouver la bonne formule. Là, c'était Koulibaly, Diaz. Koulibaly qui avait fait un très mauvais match la semaine précédente. Là, c'est allé. Maïeski qui a fait paradoxalement plutôt un bon match, plutôt intéressant. Maïeski, pas de bourde cette fois. Peut-être que cette équipe, elle va monter en température à terme. Mais pour l'instant, bah, on est sur une équipe qui joue le maintien jusqu'à preuve du contraire du côté de Brest. Et c'est un peu dommage. Hakimi, depuis 1 an et demi, c'est quelque chose rarement vu en latéral aussi bon et autant décisif. Bah, c'était mon point suivant, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ce foot un peu moderne, et surtout dans le foot de Luis Enrique, c'est hyper important d'avoir des latéraux qui savent tout faire. Et il se trouve que bah, je pense sincèrement, et vous me corrigerez si je me trompe parce que je regarde pas suffisamment de football européen, Hakimi et Nuno Mendes, je pense pas qu'on fasse mieux en Europe aujourd'hui. Je vois difficilement un latéral droit ou un latéral gauche qui sont au-dessus de Hakimi et Nuno Mendes. Et autant Nuno Mendes a très peu, je crois qu'il est rentré en cours de jeu, hein. J'ai regardé d'un œil sur la fin. Mais Hakimi, c'est sans aucune contestation le meilleur latéral droit du monde. Mais il n'y a même pas débat, quoi. C'est à des années-lumière au-dessus. À gauche, Nuno Mendes est capable de faire tellement de choses. En plus, il met des coups francs. Enfin, je pense que c'est un poste qui est tellement rare dans le football que c'est précieux pour le Paris Saint-Germain d'avoir bah, les 2 meilleurs du monde à ces postes-là. Regardez les grands clubs européens, les latéraux c'est ok, mais c'est pas non plus la folie pure. Regardez même le Real Madrid, c'est pas génial les latéraux. Regardez le Barça, c'est pas la folie non plus. Regardez les clubs anglais, bon bah vous avez Timber, c'est ok, mais sinon c'est quoi? C'est quand même moyenasse dans l'absolu. Donc le fait d'avoir Mendes et Hakimi, c'est un avantage concurrentiel sur le reste du monde qui est absolument monstrueux, quoi. Ah, mais vous me citez Cucurella, ok c'est sympa Cucurella, c'est probablement un bon joueur, mais on est quand même à des années-lumière du niveau de ces mecs-là. Donc vous pouvez vous permettre d'avoir quelques trous d'air ou de faire tourner quand vous avez des mecs avec cet abattage. De quoi tu parles les pubs, Anna? Il n'y a pas de pub quand tu rentres sur le live. Il y a une pub quand tu rentres sur live, il n'y en a plus ensuite. Il n'y a pas de pub sur la chaîne. Donc arrêtez de râler pour rien. Enfin, bref. Donc voilà, je voulais souligner aussi l'intervention de la VAR, on en a parlé. 8 minutes d'intervention VAR, déjà c'est dur. Mais en plus, quand on se tape 8 minutes d'intervention VAR sur Beansport avec Jos Bravo, c'est hyper rude. C'est vraiment hyper rude. Bah, à un moment donné, il va falloir faire un effort là-dessus. Pas mettre des limites de temps sur la prise de décision, mais à un moment donné, c'est pas normal qu'une décision prenne 8 minutes de jeu, quoi. Si c'est pas évident, alors on maintient la décision initiale. Ça devrait être géré comme ça.
Normalement, la VAR, c'est erreur manifeste. S'il faut 8 minutes pour décider, c'est que ce n'est pas une erreur manifeste. Je suis désolé, c'est très simple. Donc là, il a fallu regarder sous tous les angles s'il y avait bien main sur la remise de... À quoi bon, quoi? À quoi bon? Donc, bref. Le classement du Ballon d'Or de Doué, c'était mythique. Ah, j'ai pas relevé ça, mais effectivement, bon, bravo Joss, c'est toujours une calamité absolue, mais bon, on le dit tous les week-ends. On le dit tous les week-ends que bon, Joss et bravo, c'est calamiteux. Donc, bref. À noter également la bonne entrée de Désiré Doué, qui avait fait un mauvais match la semaine précédente et qui a été monstrueux hein, dans son entrée. Il a tapé le poteau, il a été buteur, il aurait pu marquer un deuxième but aussi. Tu as mis le logo de Nice au Romain Perrault. J'ai corrigé entre-temps. Mettez-nous Antonetti à la place. Mettez-nous n'importe quoi en fait. Mettez-nous pas de commentaires plutôt que Joss et Bravo, ce sera mieux. Je trouve qu'ils sont moins pires qu'avant. Ah non. Ah non. Hein. Ou alors c'est à force de picoler, ça devient la tolérance du corps qui font qu'ils ont l'air moins bourrés, mais non, non, c'est un enfer. C'est un enfer absolu. Joss et Bravo. Mais à chaque week-end, on le dit. Chaque week-end, ils sont obsédés par l'arbitrage. Chaque week-end, ils passent des coucous à leurs potes. Oui, le tournoi régional. Ils se prennent pour Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. C'est un enfer. Jean-Louis Gasset, c'était très dur, même si j'aime bien l'humain. Gasset, c'est très compliqué. Hein. Gasset, c'est très compliqué. Il y a eu des choix de consultants sur Ligue 1 Plus au départ qui sont laborieux. Hein. Diawara, c'était très compliqué. Mais il n'y a pas le. Parce que Joss et Bravo, ils ont ce truc assez grandiose, d'espèce de certitude en disant des conneries. Vraiment, le côté on est au PMU et j'ai jamais été aussi convaincu de ce que je suis en train de dire. Et c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Paris premier en ayant énormément de blessés, en ayant fait tourner, c'est trop fort. Ouais. Bah c'est ça, hein, le constat, c'est que Paris est à 20 puntos, les doigts dans le pif. En ayant fait tourner, en ayant eu Dembélé out, Doué out, en ayant fait tourner avant la Ligue des Champions, en n'ayant pas eu de prépa, en n'ayant pas eu de matchs amicaux, et ils sont quand même premiers. Donc c'est bien la preuve que si on veut pouvoir titiller ce PSG, il faut faire un sans faute. Et l'argument du bah oui, mais il n'y a que 6 points en jeu contre le PSG. Bah oui, d'accord. Mais quand vous avez cette profondeur d'effectif-là, cette qualité de formation aussi, puisque là vous avez Mayoulou qui est titulaire quand même. Mayoulou qui est un bébé, hein, qui est issu du centre de formation. Ils se permettent en plus de faire jouer Mbaye, ils se permettent de faire rentrer Ngannou. Il y en a partout, quoi. Il y en a partout. Donc n'oubliez pas, tout le monde peut battre le PSG, il faut juste mieux travailler. Le PSG a des moyens illimités, ça facilite les choses. Ils ont le droit à l'erreur. Et ils ont la profondeur de banc qui leur permet d'aligner des joueurs de classe mondiale, même quand il y a la moitié de l'effectif qui est blessé. Voilà. Vous avez votre gardien qui est blessé, c'est pas grave, il y a Safonov, il a coûté 40 patates. Zabarni, c'est quoi? C'est la 3e option en défense centrale. Bon, bah, c'est facile à partir de ce moment-là. Hein. Il faut picoler pour regarder Je sais Bravo, comme ça t'es dans le monde. Exactement. Ouais. Exactement. Diawara est toujours sur Ligue 1+. Bah, je crois pas l'avoir revu. Hein. Aux dernières nouvelles, il était parti faire une formation pour devenir consultant, mais j'imagine que ça n'a pas été trop concluant, malheureusement, pour lui. Leur point faible, c'est le gardien, pour l'instant. Après, la Chevalier est clean sheet, donc ça va. Mais laissez-lui un peu de temps à Chevalier, la marche est haute pour lui. Et nul doute qu'à un moment donné, il va quand même pouvoir retrouver le niveau qui était le sien à Lille, où il était de manière assez incontestable le meilleur gardien de Ligue 1. Vendredi, il était là sur le plateau. D'accord, je ne savais pas. Oh non, Dembélé blessé, on doit aligner Gvara, acheter 80. Ah, c'est vrai. L'attaque du PSG, vous avez Gonzalo Ramos, je ne sais même plus combien il a coûté, mais c'était une somme indécente, 70 je crois. Kvaratskhelia c'est 70, Barcola c'est 50, et Dembélé c'est je sais même plus combien c'est. Bon bah forcément ça aide, voilà. Il y a un an, Donnarumma, tous les Parisiens en avaient marre. Mais après c'est l'exigence, c'est normal. Tu vas dans un club qui est champion de France, champion d'Europe, super champion d'Europe, il y a une exigence qui est très élevée. Il y a un choix qui a été fait, un choix qui est contestable, de sortir Donnarumma pour prendre Chevalier. C'est normal qu'il soit soumis à une pression. Maintenant, il faut lui laisser un peu de temps. L'adaptation ne doit pas être simple quand on passe de Lille au PSG. 50 pour Dembélé, 50. Mais voilà, clean sheet contre un Brest faible quand même, mais c'est vrai qu'il faut lui laisser le temps. Ouais, Brest assez faible, pas énormément d'occasions. Le penalty, il n'a pas à le sortir puisqu'il est parti dans la mer. Mais bon, c'est pas sur ce match-là qu'on pourra juger Chevalier de toute façon. Hein. On pourra le juger sur les vraies échéances où potentiellement le PSG concédera vraiment des occasions. Comme d'habitude, il sera vraiment jugé en février-mars Chevalier. Bah, c'est là où il va falloir qu'il soit jugé, effectivement. Là, pour l'instant, on est sur le début de saison match amical du PSG. L'an dernier, c'était pas le cas parce qu'il y a eu une petite frayeur côté Ligue des Champions. Mais là, ils sont les doigts dans le nez, le Paris Saint-Germain. Ils sont sans forcer. Ils savent très bien que leurs échéances, c'est pas maintenant. Là, le but, c'est de passer l'hiver sans les blesser, en étant en tête du championnat. Ça forcera pas trop. Mais
S'ils peuvent prendre de l'avance, c'est bien, ça leur permet de jeter des matchs par la poubelle quand ils arrivent en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, force est de constater qu'ils sont simplement trop forts. Simplement trop forts. Donc bref. On va passer à la suite avec le match le plus chiant du week-end. Le plus chiant, c'était le match entre Monaco et Toulouse. Une victoire étriquée de l'AS Monaco avec un but à la 3e minute. Vous pouviez éteindre à la 4e, globalement. Monaco qui changeait de système avec l'arrivée de Pocognoli, défense à 5 avec Salissou, Mawissa et Kerrer en défense centrale, Ouattara côté gauche et Crépin Diatta côté droit, et un retour, celui de Golovin, pour combien de temps personne ne le sait. Du côté du TFC, c'était l'équipe type, avec Emerson en pointe, Egbo, Magri sur les côtés. 3 minutes de jeu, on a un centre de Ouattara qui tombe sur la tête de Salissou, 1-0, et on remballe. Le TFC n'a pas vraiment existé dans ce match-là. Très très peu d'occasions pour le TFC, largement dominé. Monaco aurait dû en mettre un deuxième. Il termine le match, je crois, à 3,8 expected goals, mais en vrai, c'était pas un match très très intéressant. C'était un match très faible techniquement. On avait très envie de dormir. Monaco se rassure, parce que c'était quand même pas sur une super passe, l'ASM, mais pas grand chose à signaler sur ce match-là en réalité. Guillaume Ress fait des gros arrêts, effectivement. La preuve, le TFC ne prend qu'un seul but en ayant concédé, je crois, une bonne quinzaine de tirs et en ayant sorti des énormes parades. Mais franchement déçu de la production de Toulouse sur ce match-là. Toulouse, ça souffle le chaud et le froid. Il y a des matchs un peu foufou comme celui du PSG, il y a des matchs comme celui de Metz où tout va bien, vous avez le match contre Lyon où le plan tactique est parfait et il y a le hold-up à la fin. Mais là, contre Monaco, jamais on a vu la lumière du côté du TFC. Ça s'est jamais allumé, quoi. Ça a été éteint tout du long. Ils ont pris un but qui leur a mis un coup sur la tronche à la 3e minute. Et jamais on a senti le TFC capable de se relever. Monaco, toujours cette tendance à se mettre un peu en danger, parce qu'ils restent à 0-1 pendant toute la rencontre, et ça peut basculer du mauvais côté pour eux, un peu comme ça l'a fait du côté de l'Olympique Lyonnais quand on a reçu le TFC. Exactement, Mathéo, comme OL Toulouse, mais sans la remontada à la fin, avec plus d'occasions côté monégasque quand même. Mais voilà, on a le TFC qui touche ses limites aussi, avec des joueurs qui, quand tout leur réussit, sont hyper agréables à voir jouer. Mais j'ai le sentiment, et je sais qu'il y a un Toulousain dans le chat, tu me diras si tu es d'accord avec moi, que du coup le bon début de Toulouse a peut-être fait trop pousser des ailes à certains joueurs toulousains. Et je pense à Aaron Donoum, qui est un joueur que j'aime bien, même s'il a un côté un peu insupportable, même beau dans l'absolu. Et j'ai trouvé Donoum hyper imprécis, et le côté, vous savez, le joueur qui a Mashkenada de Sergio Mendes dans la tête dès qu'il prend le ballon, il veut tout faire tout seul. Genre, on se croirait en rush sur IAFC. Et du coup, Donoum a fait un match calamiteux parce qu'il s'est empalé H24. Donc, quand on a ni Donoum ni Gbo en forme, c'est ça. Après, il y a Metali aussi qui tient quand même pas mal la route. Mais effectivement, la saison du TFC repose sur ces deux talents individuels que sont Donoum et Gbo. Et quand vous n'en avez aucun des deux qui a la tête à l'endroit, ça donne un match où il n'y a pas d'espoir à tirer. Donc voilà, le TFC tombe en température et retourne à sa place originelle, c'est-à-dire le ventre mou, pendant que Monaco s'en sort plutôt pas si mal et remonte au classement. Mais c'est toujours aussi peu flamboyant, Monaco. C'est toujours aussi peu rassurant. Pocognoli vient d'arriver, on va lui laisser le temps. Mais c'est quand même... Il y a une faiblesse offensive qui est terrible du côté de Monaco. Alors qu'on a quand même des armes, quoi. On a Balogun, on a Biret, on a Ileni Kena, on a des mecs comme Minamino, Ansu Fati. Offensivement, ils méritent leur victoire, je veux dire, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais ça devrait être capable de tourner un peu mieux. On a Mika Biret qui a la tête dans l'eau comme pas possible. C'est peur pour Monaco cette saison, ça va pas jouer l'Europe. En tout cas, Monaco cette saison, toutes choses étant égales par ailleurs, pour l'instant, joue le top 4. Là où normalement, ils auraient dû jouer la 2e place avec l'OM. Donc c'est quand même une saison qui est assez décevante pour Monaco, même si vous allez le voir, au bilan comptable, ça va, ils sont loin de rien. Il faut peut-être que ça se mette en route, le coach vient d'arriver, etc., etc. Il y a quand même eu un choix fort de dégager Eddie Hutter. C'était pas non plus calamiteux les résultats de Monaco, ils n'étaient pas 16e, quoi. Il y a un choix fort. La dernière fois qu'ils ont fait un choix de ce type-là, c'est-à-dire de virer un entraîneur en cours de saison pour prendre un entraîneur en vogue en cours de saison, ça a fini avec Philippe Clement et ça n'a pas été glorieux non plus. Donc... pour l'instant, ça chatte de fou. Non, ça chatte pas de fou. Parce que Monaco, c'est une équipe qui n'a pas volé les victoires qu'ils ont eues. Maintenant, Monaco
peut-être que le système à 5 viendra colmater ça, mais depuis le début de la saison, c'est défensivement que c'est un gros problème. Rappelez-vous du match contre Angers, où Sheriff bouffe complètement Salissou. Là, Salissou, Toulouse a été quand même tellement mauvais qu'ils ont fait passer Salissou pour Pouyol, quoi. Donc, s'ils arrivent à régler les soucis défensifs, peut-être que ça permettra de construire une bonne base, mais ça ne changera pas le problème qui est que devant, ça ne tourne pas. Devant, on n'a pas encore trouvé la formule miracle. On pensait que ce serait Biret Minamino, mais ça marche. Pardon, Biret Balogun, mais ça ne marche pas. Ileni Kena n'a pas trop le temps de se montrer. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais est-ce qu'il est vraiment compatible avec les autres? On verra. On verra. Monaco, ils font 34 matchs à l'extérieur toujours, donc c'est solide. Oui, certes. Bon, après, ça, c'est pas nouveau pour eux. Mais Toulouse, ça devient Montpellier, on joue rien. Oui, après, Toulouse, ça a toujours été comme ça. Vous avez jamais rien joué et pourtant, vous avez gagné un titre en Coupe de France. Donc, Toulouse, c'est un peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Twitter, c'est le Crystal Palace de la Ligue 1. C'est l'équipe qui finit 12e et parfois, il y a un bon parcours en Coupe et c'est bon et tout le monde est content, quoi. Donc, oui, ça joue pas grand-chose, mais comme beaucoup de clubs en Ligue 1, c'est très difficile aujourd'hui pour des clubs de Ligue 1 qui n'ont pas de moyens de jouer quelque chose. Vous avez 4 ou 5 clubs, voire même 6, qui ont des moyens qui dépassent très largement ceux des autres clubs de Ligue 1. Vous êtes Toulouse, comment vous voulez aller titiller des équipes comme le Paris Saint-Germain, l'OM, même Rennes dans l'absolu, a des moyens bien plus forts que ceux de Toulouse, Strasbourg, même Monaco. Voilà, c'est impossible pour Toulouse d'aller espérer mieux qu'une 6e place miraculeuse. Et en plus de ça, vous avez des clubs devant qui n'ont pas forcément beaucoup plus d'argent que Toulouse, mais qui bossent beaucoup mieux. Je pense au RC Lens, où voilà, et bientôt le Paris FC va avoir des moyens colossaux aussi qui vont dépasser très largement ceux du Toulouse Football Club. Donc voilà, Toulouse, ça reste un petit budget du championnat qui joue le maintien chaque année jusqu'à preuve du contraire. Il y a des bonnes saisons où ils vont jouer un peu plus, mais c'est difficile d'en espérer quoi que ce soit de plus. C'est normal. Vous avez faut pas oublier que c'est quand même des effectifs qui sont construits avec des bouts de bois par des mecs qui bouffent de la data tous les jours. Enfin, Charlie Cresswell s'est recruté pour 4 millions. Des mecs comme Donum, ça sort de nulle part. Jusqu'à encore il y a pas longtemps, ça te sortait des Nathan Skita. Abou Francis, je sais pas d'où il sort. Enfin, ça n'existe pas les montants de transfert du côté de Toulouse. Les gros montants. Donc c'est déjà bien aujourd'hui Toulouse de se retrouver assez loin de la zone rouge. C'est pas mal. Donc voilà. Monaco, j'ai l'impression qu'ils jouent les équipes de deuxième partie de tableau chaque week-end. J'avoue. Après, ils ont battu Lille. Ils ont battu Lille quand même. Donc c'est pas rien. Mais Babika, j'avais oublié Babika, putain. Franchement, il faudrait regarder les mercatos de Toulouse sur les dernières années. Vous avez des noms. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il est passé par Toulouse. Babika, quoi. Birmancevic, alors ça, je me souviens pas de Birmancevic, quoi. Record de transfert, Wesley Saïd pour 7 millions. Depuis Redbird, c'est 4,5 millions pour Donum. Et Donum, pour le coup, c'est une recrue clé quand même. Un bon joueur de foot, quoi. Bah non, Lille gagne 1-0. Non, je confonds avec Strasbourg, pardon. Ils ont battu Strasbourg, excusez-moi. Lille gagne avec un but de Giroud, oui. Excusez-moi, je confonds avec Strasbourg où ils gagnent à la 96e avec Minamino. Où d'ailleurs, ils sont pas loin de faire match nul. Monaco mène 2-0, ils prennent 2 buts de Bakwa et ensuite ils mettent le but à la 96e derrière. Excusez-moi, j'ai confondu avec Lille, où effectivement Lille gagne avec un pénalty raté de Giroud en toute fin de match, si je dis pas de bêtises. Voilà, ma mémoire fonctionne à peu près. Toulouse, tu vois leur effectif en début de saison, tu connais personne. Bah là, paradoxalement, il y a quand même une petite stabilité, même si tu perds J.D. Campbell à la fin du mercato. Tu te retrouves quand même avec des mecs qui ont certains automatismes. Nicolas Hyssen est revenu de blessure, Mackenzie et Cresswell, c'est des valeurs sûres. Guillaume Ress, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'il est là. Donum aussi, Franck Magri. Au milieu, tu as toujours Caceres. C'est paradoxalement pas la saison où ils ont le plus renouvelé, Toulouse. Donc ça va. Rappelez-vous de la saison où Spearing s'en va, puis finalement il revient. Niklas Schmidt qui a disparu de la circulation. Vous avez Van den Bomen qui part libre aussi. Cette saison-là, elle avait été dure à encaisser pour Toulouse. Donc voilà, on a perdu notre capitaine quand même cet été. C'est un peu comme le RC Lens, c'est-à-dire tu es dépendant du fait de bien bosser sur le marché des transferts et si tu bosses pas bien, bah t'es mort. Guillaume Rest est resté, la blague pourrie que tout le monde a fait, effectivement. Schmitt s'est fait les croisés en janvier, d'accord. Il me semblait bien qu'il était blessé, mais je savais pas ce qui lui était arrivé. Enfin bref, voilà. Toulouse, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer cette saison? C'est difficile de voir Toulouse plus haut que 8e. Il y a, à mon sens, trop de concurrence au-dessus. Quand vous prenez le classement, je vais vous le montrer tant qu'à faire, comme ça ce sera fait. Quand vous voyez le classement aujourd'hui, vous avez Toulouse qui se situe 9e. Et peut-être que Nice est prenable pour Toulouse, mais j'ai quand même beaucoup de mal à voir Toulouse aller prendre les 7 équipes au-dessus.
Ça me paraît inconcevable que Toulouse finisse devant Strasbourg, Monaco, Lille, Lyon, Marseille, Lens, PSG. C'est des équipes qui sont assez largement au-dessus. Et normalement, Toulouse doit finir derrière une équipe comme Rennes, qui aujourd'hui tire follement la gueule, mais n'est pas à sa place, quoi. N'est clairement pas à sa place. Donc bref. Voilà, bon, on a fait à peu près le tour hein, sur Monaco TFC. On avait dit qu'on passerait vite, mais au final, vous êtes intéressé par Toulouse, on discute de Toulouse, et on va passer par un match qui est quand même un peu plus intéressant que cette purge qui était le match entre Monaco et Toulouse. C'est le match entre le Racing Club de Lens et l'OM, un match de haut de tableau, un match entre le leader Marseille au début de la journée et le RC Lens qui pouvait prendre la deuxième place en cas de victoire. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Marseille qui avait perdu cette semaine contre le Sporting en Ligue des Champions avec notamment un carton rouge, si je dis pas de bêtises. Moi, je regarde pas la Ligue des Champions, donc je me souviens vaguement de ce que j'ai vu sur Flash Score. C'était un match contre le Sporting où il y avait pas beaucoup de contenu hein, de ce que j'ai lu des Marseillais. Bah, il n'y en a pas eu beaucoup non plus contre le RC Lens. On a une ouverture du score, c'est signé Greenwood, bon, à peu près la classique, hein, voilà, reprise rater sur une belle passe de Weah en début de match à la 15e minute. Donc là, on se dit bah, ça va encore tourner dans le bon sens. Au début de la rencontre, on avait quand même une compo du côté de l'OM avec un milieu Vermeuren, O'Reilly et Robinho Vaz en pointe. Donc on a eu Robinho Vaz titulaire qui n'a pas du tout été bon d'ailleurs, pas du tout été bon. Donc ça va tomber un peu en température du côté de Robinho Vaz. On a un certain nombre d'absents aussi côté marseillais comme Medina, comme Traoré, ça leur fait un peu de mal. Donc ouverture du score de Marseille et après, bah, plus rien. Plus rien. Il y a vraiment 20 minutes OK de la part de Marseille. Et après, ça s'écroule. Vous avez la désastro Pavard hein, qui concède le penalty et qui ensuite va mettre un contre son camp. Donc, penalty concédé à la 22e minute, qui fait chuter Hudson-Edouard, qui met une superbe panenka d'ailleurs, Hudson-Edouard. Thauvin a laissé le penalty, on en parlera un peu après. Et derrière, c'est un corner de Thomasson, encore lui, et un contre son camp de Benjamin Pavard. Et on n'a jamais eu l'impression que l'OM pouvait revenir dans ce match-là. Un match qui a été dominé par le RC Lens, malgré une possession totalement stérile des Marseillais. Je crois qu'il termine à 69% de possession. C'est un match qui est plutôt inquiétant dans le contenu et qui révèle un certain nombre de problèmes du côté de Marseille. On a eu beaucoup de victoires cette année de Marseille en trompe-l'œil, avec des gros scores. Je pense notamment au 5-2 contre le Paris FC, où ils sont tout proches de prendre le 3-2 de Kebal, et ensuite ça tourne dans le bon sens, notamment avec les entrants. On a eu le 6-2 contre le Havre, qui est également un trompe-l'œil, parce que pendant une heure, Marseille est insuffisant. Et donc d'un côté, on a cet Olympique de Marseille qui a une différence de but de plus 14, et qui, au niveau comptable, s'en sort très bien, et qui a des joueurs de grande qualité. Mais en même temps, on a ces espèces de trous d'air, et ces passages à vide complets dans cet effectif. Là, ça fait 2 défaites de suite. Heureusement pour Marseille, ils vont attaquer un calendrier beaucoup plus sympa puisqu'ils vont affronter Angers, Auxerre et l'Atalanta. Donc normalement, ça devrait être un peu plus paisible pour eux. Mais attention, parce que Angers vient de gagner. Auxerre, ils sont en grande difficulté. Il n'y a aucun match facile pour l'OM qui va arriver. Mais voilà, c'était vraiment une soirée cauchemar hein, pour Pavard et pour l'OM. Il n'y a rien qui a tourné en leur faveur. Et donc ils perdent la première place du championnat. Vous allez voir, c'est très tassé, hein. Vous l'avez vu, hein, je vous ai montré le classement, je vais vous le remontrer. C'est quand même vachement tassé, hein. Lyon revient à hauteur. Alors par contre, la différence de but de Lyon, plus 4, on sent qu'on est sur une équipe Aramball, quoi. Lille qui est juste derrière, Monaco qui est juste derrière, même Strasbourg qui est à 2 points, quoi. On est quand même sur une tête du championnat, là, le top 7 hyper resserré. Au moins c'est intéressant, mais cette avance qu'on pouvait imaginer que l'OM avait finalement n'en a pas, quoi. Et tous ces questionnements qu'on peut avoir sur cet effectif, on voit que Gouiri, la blessure et le fait de ne pas prendre de joker pour Gouiri, ça va peut-être coûter cher puisque Robinho Vaz est un joueur que moi j'adore en sortie de banc, mais là sa titularisation, il a été vraiment pas bon du tout. Il est jeune, c'est normal, on va lui laisser du temps. Mais pareil, le milieu de terrain de l'OM, ils ont l'embarras du choix, mais l'embarras du choix mid. C'est-à-dire qu'on a 4 joueurs, on a O'Reilly, on a Vermeeren, on a Kondogbia, on a Højbjerg, on a même Angel Gomez, et il n'y a aucun de ces joueurs-là qui surnage. On n'a aucun de ces joueurs-là qui surnage et qui s'impose comme étant un titulaire indiscutable. Derrière, on a Pavard qui avait fait des débuts à l'OM tonitruant, et là ça commence à tomber très fortement en température. On n'a pas de valeur sûre absolue dans cet effectif, à part peut-être Rouli qui est fiable, Greenwood qui est quand même très fiable aussi, mais sinon, attention à l'OM, hein.
attention à l'OM. Ça peut être, vous savez, on l'avait dit lors du débrief précédent, on a dit le pire ennemi de l'OM, c'est toujours l'OM, et pour peu que tu fasses un résultat de merde contre Angers, ça peut commencer à chauffer. Si tu fais un résultat de merde contre Angers et que ça gagne derrière, tu peux vite te retrouver 4e, 5e, et ça peut commencer à chauffer du côté de l'OM. Donc au moins, on a une saison à suspense, hein. Mais Vermeeren, c'est très bien, Højbjerg revient bien. Bah, Vermeeren, moi, j'ai pas trop aimé son match, hein. J'ai pas été follement convaincu par son match. Angel Gomez, je suis vachement déçu. Effectivement, tu le dis dans le chat, Edwige. Je suis hyper déçu par Angel Gomez. J'étais persuadé, comme tout le monde d'ailleurs, que c'était une super prise pour l'OM. Que ça allait parfait de ouf. En plus, il arrive libre, il était très bon à Lille. Et Angel Gomez, pour l'instant, c'est à pétard mouillé. Il fait un bon match quand même la semaine précédente, si je dis pas de bêtises, ou la semaine d'avant. Mais ouais, pour l'instant, je suis pas hyper convaincu par ce que je vois. Il y a beaucoup de matchs en trompe-l'œil, mais il y a quand même une qualité de banc. Enfin, je veux dire, les matchs contre le Paris FC et contre le Havre, tu les gagnes avec ton banc. Tu les gagnes avec les entrées respectivement contre le Paris FC, c'est l'entrée de Bilal Nadir qui change tout. Contre le Havre, c'est l'entrée de Robinho Vaz qui change tout. Là, pour le coup, tu réussis pas à retourner le match. Alors, t'es pas aidé par le fait qu'en face, t'as une sacrée équipe défensivement. Le match de Baïdou, il est sacrément costaud. Le match défensif, de manière générale, du RC Lens, il y a quand même... on en a déjà parlé, mais cette équipe du RC Lens, elle est sympa, hein. Elle est solide, hein. Il y a quand même des choix qui ont été faits. Je le répète chaque week-end, hein, mais le RC Lens, ces dernières années, ils ont perdu Eli Wahi, Seko Fofana, Andy Diouf, Danso, Kuzanov, Frankowski, Brice Samba. C'est fou quand même. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ah ouais, je perds Danso et Kuzanov. Tiens, je te mets un Samson Beidou. Je te mets un Malang Sarr que j'ai ressuscité. Ah bon, Andy Diouf, il est parti. Rien tapé, Sangaré, c'est un monstre. C'est Openda, oui, Openda. Medina, vous voyez, j'en oublie. C'est fou quand même de bosser aussi bien. Et à chaque fois, c'est 3 millions par-ci, 4 millions par-ça. Ah, attention, 8 millions pour Sangaré. Et ça bosse bien, quoi. Ça bosse bien. Tovin, Hudson Edouard, voilà, pendant qu'il y a des clubs qui mettent des sommes indécentes. Enfin, je suis désolé, Mathieu Hudol, défenseur central gauche, latéral gauche, 3 millions d'euros, 27 ans. Alors oui, il a un historique de blessure et c'est pas dit qu'un jour il se refasse pas les croisés. Mais 3 millions d'euros, c'est moins cher que Ruben Kluivert. Et Mathieu Hudol, aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs à son poste de toute la Ligue 1. Tovin, bon, il a 32 ans, 6 millions d'euros. Sangaré, plus personne ne parle d'Andy Diouf à Lens, 8 millions d'euros. C'est le prix de Pavel Schulz. Donc, c'est voilà, 10 millions sur Jean. Non, mais vous avez d'autres clubs de Ligue 1 qui font n'importe quoi avec leur pognon. Kevin Carlos, c'est 5 millions, il est nul à chier. Et Jansson à Nice, c'est 10 millions. Vous avez 15 millions dans les étoiles. Robin Risser, 3 millions. Très très bonne recrue. Et donc voilà, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret du côté du RC Lens. Juste, ça bosse bien et vous avez un coach qui fait du super taf. Voilà, Pierre Sage à Lens, c'était un mariage de logique, de raison. Et ça marche très bien. Donc je ne sais pas jusqu'où ce RC Lens va pouvoir aller. Aujourd'hui, ils sont 2e de Ligue 1. Ils sont 2e de Ligue 1 sérieux. Je suis quand même content que Lyon les ait joués en début de saison quand ils étaient encore prenables. Il n'y a pas un banc fabuleux. Ça, c'est vrai. Offensivement, quand tu fais rentrer Morgan Guilavogui, c'est qu'il manque quand même un petit peu de profondeur. Mais ce que fait le RC Lens avec ses moyens est admirable. Admirable. C'est probablement, je pense, en Ligue 1, le club qui bosse le mieux. Et il n'y a pas de secret en Ligue 1. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et du côté de RC Lens, on en a des idées. On a une belle cellule de recrutement. Moi, je suis très jaloux. Je vais vous dire, je suis très jaloux de la capacité du RC Lens à sortir des mecs comme ça, quoi. À avoir les bonnes idées. Risser, c'était la bonne idée. Et pourtant, tout le monde l'avait, hein, la bonne idée Risser. En attendant, c'est le RC Lens qui récolte les lauriers. Baïdou, début de saison compliqué, match contre l'OL calamiteux, rappelez-vous. Là, c'est bon. Ça a pris tout le calcium qu'il fallait prendre. Mathieu Hudol, putain, il était à Metz, fallait aller les chercher quand même. Mathieu Hudol. Pareil, Tovin, fallait avoir les couilles d'aller relancer Tovin en Ligue 1. Alors qu'il était en Italie à 32 ans, ça peut être la fin. Hein. Bah non, c'est pas la fin. Sangaré, c'est pareil. Sangaré, quelle recrue. Monstrueux quand même. Donc voilà, Marseille perd contre Lens, ça y est, ils vont terminer leur podium. Alors j'ai jamais dit ça. Je pense que Marseille fera 2e, tranquillou. Mais attention au contexte marseillais.
Vous avez des matchs supposément faciles qui arrivent contre Angers et Auxerre. Si jamais ça se passe pas bien contre Angers et Auxerre, ça peut prendre feu à la maison. Donc attention aux Marseillais, hein, ça peut... vous savez comment c'est, hein, il y a une brindille et pouf, ça devient un incendie. Donc je suis très curieux de voir, notamment contre le SCO d'Angers qui a sorti la tête de l'eau, ce que ça va donner, même si, très honnêtement, la logique voudrait qu'il les tarte. Normalement. Après, on a des loupés comme Berg, Poreba, Buxa. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup des loupés. Hein. Les Lensois, ça, on pense quoi de Thauvin qui tire pas le péno? Alors ouais, je voulais en parler de ça. Bon, je comprends qu'il tire pas le péno, à la limite. Mais il y a une vidéo qui est sortie où il célèbre pas dans le vestiaire. Bon, on est proche de l'acteur studio quand même là. Que tu veuilles pas tirer le péno, que tu célèbres pas sur le terrain devant le public et compagnie, je dis pas, tu vois. Mais pas célébrer dans le vestiaire la victoire, bon, ça va. En plus, c'est une victoire de prestige, t'es deuxième du championnat. C'est bon, t'es pas né à Marseille non plus, frère. Voilà, je comprends qu'il aime l'OM et compagnie. Je comprends que ce soit pas Melvin Barr qui fait le tour du terrain quand il marque contre l'OL. Bon, on n'est peut-être pas obligé d'en faire des tonnes non plus, quoi. Voilà, s'il marque au Vélodrome et qu'il célèbre pas, oui, d'accord, je comprends, bien sûr. Mais pas célébrer dans le vestiaire, on est un peu sur de l'acting quand même. On est un peu sur de l'acting. Moi, mon avis là-dessus, j'en ai un peu ras-le-bol qu'on nous dise ouais, pourquoi il a célébré contre son ancien club ça va, les mecs marquent des buts, ils peuvent célébrer. Même s'ils ont joué dans un club ou l'autre. Je veux dire, on nous a dit ouais, Melvin Barr, il a célébré contre l'OL. Attends, il est à domicile, à Nice, il est défenseur, il marque jamais, en plus il marque un beau but. Laissez-le célébrer son but, ça va, c'est pas une légende de l'OL, il a joué 2 saisons. Foutez-leur un peu la paix, quoi, voilà. Espèce d'acting, comme les messages que j'ai vus sur les réseaux, là, de Emerson, les mecs qui s'excusent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont fait un mauvais match. Faut arrêter l'acting, quoi. Faut arrêter cette mise sous pression, cette normalisation des excuses. Des joueurs font des mauvais matchs. Emerson, il n'a pas été calamiteux non plus. Je veux dire, le mec a pas pris rouge plus penalty. Pavard qui s'excusait aussi. Non, mais on est où, là? Il faut arrêter cette espèce comment dire, de pointage du doigt. Les mecs font des mauvaises perfs. Bah oui, ils font des mauvaises perfs. Voilà, je sais pas, que Doucouré se mette un message d'excuse pour Fofana, bon bah admettons, le mec l'a blessé pour 3 mois, je dis pas, tu vois. Que tu mettes un message d'excuse quand tu fais rouge penalty en finale de coupe, je dis n'importe quoi. Ok, bon là il y a un côté un peu média training qui moi m'insupporte très honnêtement. Ça va, et un mec qui rate un match, il rate un match. Voilà, il est pas obligé de s'excuser sur Instagram en disant on fera mieux, on n'est pas le conseil de classe, quoi. Donc bon, flagellation ostentatoire, ouais c'est exactement ça, ouais. Les joueurs qui ne marchent pas sur les logos sur le sol. Ah oui, non, ça c'est tout en haut, ça. Ah non, faut pas marquer. Le logo, il est sur le sol. Le sol, c'est fait pour marcher dessus. Ah non, on marche pas sur le logo. C'est le respect. Bah, mettez pas des logos par terre, alors. Je sais pas, enfin, réfléchissez. Si le logo, il est au plafond, on va pas marcher dessus. Hein. S'il est sur le mur, on va pas marcher dessus. Mettez des logos par terre, c'est fait pour être marché dessus. Voilà, donc bon, le sol is logo, exactement. Faut arrêter un peu, c'est de l'acteur studio, ça. Surtout qu'en plus, c'est totalement faux. Personne respecte ces trucs-là. Voilà. Top 10 moments respectant football. Exactement ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait à dire d'autre sur ce match-là on a tout dit hein, de manière générale. Juste, effectivement, attention aux échéances de l'OM qui va jouer des matchs supposément faciles. On sera attentif. Il y a un enchaînement là, cette semaine de 2 équipes qui jouent le maintien. Faudra sortir la tête de l'eau. Mais au moins, on a du suspense. Voilà, on a du suspense. Hop. La branlée du week-end. Le LOSC contre le FC Metz. Bon, ça devient le running gag. Hein. Voilà, c'est qui joue Metz ce week-end. Ah, bon, bah voilà. Je crois que c'est le RC Lens qui joue Metz cette semaine. Bon, Metz. Metz, ça panique. Hein. Au coup d'envoi, vous avez Gauthier Hein qui est sur le banc. Vous avez Victor Fischer, le gardien, qu'ils ont quand même recruté 3 millions. Hein. Grosse recrue Victor Fischer pour le FC Metz. Sur le banc, pour Papsi. Bon là, on voit que notre pauvre Stéphane Le Mignon, là, il appuie sur tous les boutons au pif. Hein. Vous savez, c'est comme quand t'es sur FM, que tous les joueurs ils ont le moral à 0, tu changes tout mais il n'y a rien qui marche. Bon bah ça n'a pas marché non plus. Hein. Du côté du LOSC, on avait Igaman qui était titulaire pour la première fois en Ligue 1. Et une défense Mandy Mbemba, toujours aussi solide dans l'absolu.
Ça a mis un petit peu de temps à se décanter. Pendant 20 minutes, on a cru, attention, Metz, c'est pas si mal et tout. Et c'était pas si mal, Metz, pendant les 20 premières minutes. Et puis après, bah, la bouteille s'est ouverte et le ketchup est tombé, quoi. Hein. On a déjà la classique Fernandez Pardo qui accélère, qui dépose de latéral et qui glisse à Igaman, 1-0. Ensuite, on a une relance absolument dégueulasse du gardien de Metz qui finit dans les pieds de Correa, un petit lob, 2-0. Ensuite, on a une nouvelle fois un débordement de Mathias Fernandez Pardo qui remet à Correa, but. Quatrième but avec un coup franc d'Haraldsson, passé en retrait pour Romain Perrault qui frappe. Voilà, même les latéraux marchent. Ensuite, on a la catastrophada pour Papsi. Papsi sur une sortie qui se fait démolir la gueule et qui sort sur Tivière. Le pauvre Papsi. Oh, le pauvre. Premier match en Ligue 1. 4 buts encaissés, sortie sur civière, commotion cérébrale. Putain, il est pas prêt d'oublier sa première, le pauvre. Après, c'était un peu effrayant. Hein. On nous a pas montré les images et tout. Je vous avoue qu'on a eu un peu peur sur le moment qu'il soit gravement blessé, voire pas très très en forme le Boug. Mais bah, du coup, le choix de faire tourner les gardiens n'a pas vraiment été payant. Il sort quelques parades hein, sur le début de match quand même. Mais bon, la relance sur le 0-2, elle tue le match. À 0-1, Metz peut encore espérer quelque chose. Mais le 0-2, c'est terminé. Hein. Bon, derrière, c'est totalement anecdotique. Mais on a Correa qui vient servir Benjamin André. Benjamin André, le mec qui a soif, qui veut de la bière. Benjamin André de la tête. Et puis, bah, on termine avec un petit jeune Diaoune là, qui sert à Haraldsson. On a un but magnifique du FC Metz pour finir la rencontre, qui vient juste niquer la clean sheet à Mbemba et Mandy. Un but de Ibou Sané. 6-1, 6 buts encaissés pour Metz, 2 points, moins 20 de différence de but. Oh là 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 là, la catastrophe à deux. Catastrophe. Attention, hein, le record de points négatif. Attention le FC Metz, parce qu'on est sur une équipe, c'est même plus de la perdition. Là, c'est les pauvres, ils sont morts à l'intérieur, Metz. Ils sont morts à l'intérieur, et en plus, je vais vous dire le calendrier du FC Metz. Vous allez voir. C'est la catastrophe. Calendrier FC Metz, ils vont jouer contre Lens, ils vont jouer à Nantes, je pense que Ablin va les tarter. Après, ils vont jouer contre Nice, ils vont jouer à Brest, ils vont jouer Rennes, et après, il y aura un Auxerre-Metz. Attention, il y a peut-être un espoir à garder. Mais ouais, ils sont morts dans le film, Metz. C'est impossible, mission impossible. Il n'y a aucun joueur dans cet effectif qui est au niveau, à part peut-être le latéral Kwao, mais on l'a déjà dit. Tu vois les mecs en interview, ils sont... ils ont envie que la saison se termine déjà, quoi. Ils ont déjà envie que la saison se termine. En plus, il n'y a pas de joueurs à valeur marchande là-dedans. On l'a déjà dit la semaine précédente, mais je pense que ça va faire comme ça. Je pense que cet hiver, ils vont dégraisser. Ils vont vendre des joueurs à valeur marchande, type le jeune Brian Maggio. Peut-être Victor Fischer, il va repartir. Peut-être Gauthier Hein, il va partir. J'en sais rien. Peut-être les Géorgiens là, vont partir. Mais le FC Metz doit déjà se préparer à une descente. Et la saison prochaine, ils vont remonter. Oui, bah, la classique, hein, le FC Metz. Mais Habib Diallo, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé qu'il est tout vieux, quoi. Voilà. Kwao, faut se jeter dessus. Ouais, Kwao, c'est un bon coup, je pense. Kwao, je pense que c'est un bon coup du côté de Metz. Il ne vaudra pas grand-chose. Mais on n'en attendait pas grand-chose du FC Metz. Hein. Mais on est quand même déçus. On est quand même déçus. Et j'ai quand même très très peur pour eux parce qu'on est quand même à la 9e journée. Hein. 9e journée, il en reste déjà pas beaucoup. 2 points. On est sur des bases de 11 points à la fin de la saison quand même. Hein. Donc attention quand même au FC Metz à la saison plus que cauchemar parce que là les branlés s'enchaînent. On est quand même à moins 26 de différence de but. Hein. À titre de comparaison, la JOCR est à moins 13. Enfin, regardez le classement s'il vous plaît. Non, pas moins 13, moins 6. Regardez quand même le classement, regardez le FC Metz. Enfin, c'est terrifiant, moins 20. C'est terrifiant. Courage à eux. Pour parler quand même un peu du LOSC, bon, bah, c'est facile de gagner contre le FC Metz. En attendant, il faut quand même les mettre, les buts. Et c'est des matchs qui leur font plaisir. Après, est-ce que c'est possible d'analyser le match du LOSC à travers le prisme du FC Metz? C'est pas mal pour eux parce qu'ils se rassurent après une défaite contre le PAOK à domicile. Il y a eu quelques petits scandales du côté de l'arbitrage, une défaite 4-3. Il y a quand même un joueur, moi dont j'ai déjà parlé, mais Fernandez Pardo, il y a un truc chez ce joueur-là. Là, il a ajusté la mire sur les passes. Le moment où il va ajuster la mire sur les tirs, attention, là il y a 2 passes D déjà. Correa finit avec 2 buts et une passe D alors qu'il fait même pas foncièrement un si bon match que ça.
Fernandez Pardo, c'est un cheat code. Ouais, mais il n'a pas de cerveau. Il n'a pas aligné encore le cerveau. Et je vais redonner la comparaison que j'ai donnée la dernière fois, et vous m'avez insulté. Moi, il me fait penser au Sadio Mané de Southampton. C'est-à-dire un mec dont les qualités athlétiques et techniques sont folles, mais qui n'a pas de cervelle. Et Sadio Mané est devenu un grand joueur quand il a acheté un cerveau à Liverpool. Et je pense que Fernandez Pardo, le moment où il va brancher le cerveau et qu'il va mettre un peu de QI football dedans, attention, hein. Attention, attention, attention. Hein. Il a les fils qui se touchent dans la surface, mais ça va peut-être pas durer éternellement, ça. Et peut-être aussi, à mon sens, mais ce sera dur pour lui parce que vous avez Giroud et vous avez Igaman. Pour moi, Fernandez Pardo, il doit jouer dans l'axe. C'est là où il va pouvoir faire la différence. Parce qu'il va tellement vite. Il a une capacité d'accélération, une capacité pour prendre des appels qui est dingue, dingue, dingue. Et je me demande si ça ne freine pas sa progression de jouer sur une aile, même s'il est bon sur une aile. Il est bon, hein. Fernandez Pardo me fait beaucoup penser à Fofana l'année passée ou à Barcola à Lyon. Il lui manque l'intelligence de jeu. Il lui manque vraiment la capacité, la lucidité, une fois qu'il a fait son geste signature, qui est l'accélération sans prévenir, comme ça, là, il part, vraiment le dragster, quoi. On dirait un chat, vous voyez? Les chats, quand ils ont des zoomies. Vous voyez ce que je veux dire? Les chats, quand ils se mettent à péter un plomb comme ça, ils partent et puis tu les vois pas partir, ils sont déjà partis à l'autre bout de la pièce. Fernandez Pardo, c'est un peu ça. Le problème, c'est qu'il a vraiment les zoomies, quoi. C'est-à-dire qu'après, il regarde partout et il sait pas faire une passe. Bon, là, il a quand même 2 passes D. Voilà. Alors, Mané à Southampton, c'est un mec qui tourne à dos. Oui, mais les premiers. Je t'assure que pour avoir suivi Southampton ces années-là, la première saison de Mané à Southampton, il me donne envie de me fracasser le crâne. Alors évidemment, Mané, c'est un ton au-dessus. Mais dans le style, dans ce problème de lucidité une fois le vis-à-vis éliminé, Fernandez Pardo me rappelle un petit peu ce truc-là. La marge de progression, à mon sens, est énorme pour Fernandez Pardo. La prime de satisfaction pour Fernandez Pardo, exactement. Il manque de finition de malade. Ouais, mais ça peut se corriger, ça. Ça peut se corriger. Donc on verra. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir l'évolution de ce mec-là. C'était tellement faible, Metz, que Genesio a fait jouer les jeunes. Il a même fait rentrer Bronholm. Bronholm qui était mort dans le film. Hein. Il était hors groupe encore. Donc bon, c'est un match qui va les mettre sur de bons rails. Voilà, c'est bien. Ils reviennent dans la course au top 4. Bon, ça reste un match contre le FC Metz. Hein. Malheureusement, c'est difficile de juger quoi que ce soit du côté du FC Metz. Hein. Il y a un côté Nuama un peu. Ouais, un peu, ouais. La question, pourquoi tu regardais Southampton à l'époque? Parce que j'étais fan de Morgan Schneiderlin. Voilà pourquoi. Et accessoirement parce que c'était une des équipes les plus chouettes à regarder d'Angleterre. La saison de la remontée de Southampton, vous avez une équipe à Southampton qui est folle. Vous avez du Nathaniel Clyne, du Luke Shaw, vous avez Van Dijk, mais il arrive l'année d'après, je crois. Vous avez un double pivot, Jack Cork, Morgan Schneiderlin, Steven Davis, la légende. Vous avez Adam Lallana, Ricky Lambert, J. Rodriguez. C'est une équipe à tomber par terre. Elle me manque, cette équipe. Ouais, Van Dijk Fonte, c'était incroyable. Avec Pochettino. Non, c'était avec Atkins dans un premier temps, et ensuite ça a été avec Pochettino. Shane Long, la légende. Après, on a eu Graziano Pelle, Manolo Gabbiadini. Attends, elle était trop bien, cette équipe. Elle était trop bien. Danny Ings, c'était après. Danny Ings, c'était bien après. Victor Wanyama, à l'époque où il avait encore des pieds. Toby Alderweireld. José Fonte. Mais José Fonte, il arrive en D3 à Southampton. Rendez-vous compte, quand même. Rendez-vous compte. Aujourd'hui, Will Steele fait du sale. Will Steele, est-ce que ce serait pas un pétard mouillé, quand même? Il va se faire virer, là, d'ailleurs. Hein. Southampton, c'est la catastrophe, hein. Victor Wembanyama qui fait aujourd'hui le bonheur des Spurs. Oui, Dejan Lovren, bien sûr, Dejan Lovren. Effectivement, Dejan Lovren. Puis après, il y a eu des erreurs de recrutement. Maya Yoshida, Bednarek, Vegard Foren, la perle de FM, Ryan Bertrand. Après, ça a été la catastrophe Ada. Que des recrues de merde. Oriol Roméo, le gros nul. Bon, voilà. C'était pas terrible. Tadic était là à ce moment-là. Après, un petit peu après. Bref, Maxwell Cornet, oui, bien sûr. Maxwell Cornet a joué à Southampton, bien sûr. Vestergaard, j'aimais bien quand même. Maitland Niles, il n'a pas joué à Southampton. Si, il a joué, mais il était nul. Pardon. Si. Comme disaient les supporters de Southampton, ne t'inquiète pas, ce vendredi tu seras viré. You'll get sacked in the morning, ils chantaient, les supporters de Southampton. Will Steele était bien mauvais avec Lens, justement. Ouais, Will Steele, il y a des questions à se poser quand même. Hein. C'était pas bon à Lens, c'est pas bon à Southampton. James Ward-Prowse, le meilleur tireur de coup franc anglais. Ouais, James Ward-Prowse, j'adorais ce joueur. C'est très triste qu'il ait dû partir de Southampton parce que je pense qu'il serait resté toute sa vie là-bas sinon. Et c'est, je pense, encore aujourd'hui le meilleur tireur de corner du monde entier. Coup franc aussi, mais surtout les corners. C'est le plus grand tireur de corner. Bref, on va passer à autre chose parce qu'on est quand même sur un débrief Ligue 1 là-bas. José Fonte a joué à Southampton. Il a fait D3, D2, D1. Et après, il est parti.
à Aston Villa, je sais plus. Mais ouais, bref. Lens a un effectif moins bon que celui de Sage pour moins. Ah, quand il est à Lens, je suis pas foncièrement d'accord avec ça. Lyon, c'est tout à la fin. Lyon, c'est tout à la fin. Il nous reste 3 matchs encore. Mais je vous rassure, c'est des matchs sur lesquels on va passer assez rapidement. Lorient. Paradoxalement, sur le papier, c'était un match horrible. Mais c'était pas si nul que ça, le match entre Angers et Lorient. On avait une équipe d'Angers en 4-3-3 avec Abdelli et Sbaï, Titu. Sbaï qui est vraiment une super prise, on va en parler après. C'est lui qui donne le premier but à Prosper Peter. Une petite passe dans l'intervalle, il se balade, personne l'attaque, il se balade, puis hop, la petite passe dans l'espace pour Prosper Peter qui marque et qui malheureusement sort sur blessure après. Lorient aurait pu revenir dans le match juste après le but avec un penalty sauvé par Kofi, encore une fois décisif, et on a ce superbe but de Sidiki Chérif à l'heure de jeu qui se balade côté droit, massacre Talbi, vraiment il l'enrhume le pauvre, il va encore faire des cauchemars cette nuit, et 2-0, il fusille complètement Mvogo à bout portant. 2-0 pour Angers, c'était des matchs, il y avait 2 matchs très très importants en vue du maintien. On a dit que ce maintien, en dehors de Metz, se jouerait sur les confrontations directes, et Angers vient de gagner cette confrontation directe contre Lorient, ça va leur faire énormément de bien. Paradoxalement, c'est un match où Angers a tanké quand même. Ils sont, je crois, 7 tirs à 23 à la fin du match. Lorient a poussé sans jamais y arriver. Et encore une fois, un gros match de Hervé Kofi. Lorient, c'est dur. Oui, c'est dur défensivement surtout. Mais le reste de l'équipe de Lorient est plutôt bon. Offensivement, ils ont des bons joueurs. Au milieu de terrain, c'est intéressant. Mais derrière, ça tient pas la route. Et là, vraiment, le premier but, personne ne monte sur Amin Sbaï. Enfin, je veux dire, c'est le joueur dangereux côté angevin. Amin Sbaï qui est quand même arrivé gratos à Angers. Il est arrivé gratos en provenance des Émirats, de l'Arabie Saoudite, pardon. Et quelle prise, quoi. Il leur manquait ce joueur-là. Je l'ai tweeté d'ailleurs, je tweete rarement sur le SCO d'Angers. Mais quand Amin Sbaï est arrivé, j'ai dit attention, Amin Sbaï, c'est le profil qu'il faut à cette équipe de Angers pour créer la différence. Et c'est le cas. Et je vais vous le dire, je vais vous le redire, je l'ai déjà dit la semaine précédente, je suis jaloux. Moi, supporter lyonnais, je suis jaloux que Amin Sbaï joue à Angers, pendant que nous, on a pris Guézal. Je trouve que Amin Sbaï, ça aurait été une bonne prise pour l'OL, pour colmater les brèches, notamment côté gauche. Et à Berger-le-Moyen, assez rare pour être souligné. Ouais, je me demande si on va pouvoir garder Kofi. On verra. Le problème de Angers, c'est qu'à la fin de la saison, il va falloir trouver les valeurs marchandes là où il y en a. Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques joueurs intéressants. J'aime bien Ecomier. Kofi, effectivement, fait partie des joueurs intéressants. Prosper Peter et Sidiki Chérif. Alors, Prosper Peter est sorti blessé. Sidiki Chérif, il y a quand même quelque chose. Déjà, son but contre Monaco, il y avait la puissance, la finition. Je pense quand même que Sidiki Chérif a un petit truc en plus dans cette équipe de Angers. Et cette victoire contre Lorient, elle est primordiale, notamment au niveau du classement. Je vous le remontre une nouvelle fois pour vous montrer qu'avec cette victoire, Angers sort de la zone rouge quand même. Et c'est là que ça va se jouer. Et Angers est une équipe qui est capable de se dépatouiller sur les matchs de Ligue 1 et demi, comme ce soir. Mais un des rares clubs sans déficit structurel, par ailleurs, il faut les féliciter. Je ne savais pas ça. Il a joué dans le film d'Artus Sheriff. Non, il a joué dans le film d'Arcus, le défenseur central. LOL. Voilà, en gros, Angers... Toujours, il y a quand même des bons joueurs à chaque ligne. Kofi, c'est un bon gardien, totalement pas conventionnel, parfois un peu irrégulier, mais quand il est dans une forme folle, il est dans une forme folle. Défensivement, moi j'aime bien Arcus, même si c'est lui qui concède le penalty. Au milieu de terrain, vous avez quand même des joueurs qui ont du ballon. Abdelli, c'est fort. Belkedim, c'est pas si nul. Belkebla, c'est pas si nul. Et devant... ça commence à tourner un petit peu. Vous avez quelques occasions, notamment Machine qui est pas si mal. Sbaï, je pense que c'est un joueur clé sur la saison pour eux. Et Sidiki Chérif, ça sent l'odeur du bon petit joueur. Vous voyez ? Ça sent l'odeur du bon petit joueur. Kofi a 8 sur MPG, il fait un match si fou que ça. Il fait pas un match fou, juste il sort les arrêts qu'il faut et il sort un péno. Donc forcément, il a une note élevée. Mais oui, Lorient, ils ont quand même commencé la saison avec Bengourou Camara, qui a jamais été bon. Et ensuite, ils ont récupéré Mvogo qui s'est dit non, moi Lorient c'est pas assez bien pour moi. Donc il est parti, puis il a pas trouvé de club, et du coup il est revenu à Lorient la queue entre les jambes là. C'est pas bon. Vogo, meilleur gardien de Ligue 2 l'an dernier, on attend. Est-ce que Chérif a rétréci les gosses ? C'est une bonne vanne, je mets 8 sur 10. Voilà, deuxième match
très important en vue du maintien, match entre Auxerre et Le Havre, et ça fait très 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 mal pour Auxerre. Auxerre dont je dis du bien depuis le début de la saison parce qu'il y a des bons joueurs, il y a beaucoup de matchs perdus par Auxerre où ils n'ont pas d'ébriété. Il fallait absolument ne pas perdre ce match pour Auxerre sous peine de se retrouver en ballottage défavorable pour le maintien, et malheureusement c'est ce qui s'est passé. Il y a déjà eu un autre coup dur pour Auxerre avec la perte sur blessure de Kevin Danois pendant l'entraînement. Kevin Danois qui, à mon sens, est peut-être le meilleur joueur d'Auxerre depuis le début de la saison. Et ça a fait très mal puisque du coup, Le Havre s'est imposé avec un but de Touré, comme d'habitude, toujours le même, trouvé côté droit de la surface, tout seul, et il ajuste Léon sans trop forcer. La défense auxerroise est insuffisante. Vous avez des joueurs qui sont... franchement, regardez le but de Touré. Il y a un abandon de poste du côté gauche de la défense. Je pense que c'est Mensah, peut-être. Je crois que c'est Mensah qui fait de la merde. Sierralta, ça va. Akpa, moi, je trouve que c'est très faible. Après, il y a des blessés, c'est compliqué, mais la défense auxerroise est surtout naïve. Ouais. C'est le point noir de cette équipe, et c'est dommage, parce qu'il y a des choses intéressantes. Devant, vous avez Sinayoko. Moi, j'aime pas sur l'aile, mais c'est un bon joueur. Namazo, j'aime beaucoup. Il n'a pas de réussite encore sur ce match-là. Mais Dani Namazo, c'est un vrai bon joueur. Sekoumara, je pense que c'est un joueur intéressant aussi. Mais il vous manque ce qu'il y avait l'an dernier. C'est-à-dire, vous aviez Traoré qui était l'élément clé avec Gaëtan Perrin. Vous avez perdu les deux et vous ne les avez pas remplacés. Haussmann met beaucoup de temps à se mettre en route. Sinayoko sur l'aile, ça va pas depuis son transfert avorté. Sekoumara, ça souffle le chaud et le froid, même si c'est un bon joueur. Et Namazo, c'est pas mal. Mais oui, j'ai pas. Haussmann, c'est un joueur bordel, j'aime trop. Ouais, mais Haussmann, le problème, c'est qu'il est hyper irrégulier. Peut-être que sur la saison, ça va faire quelque chose, parce que c'est un bon joueur. Mais voilà, Diomandé est où ? Diomandé est blessé toujours, non ? Je le vois toujours dans la liste des blessés, je sais pas ce qui devient. Mais factuellement, le Diomandé de l'an dernier manque à cette équipe d'Auxerre. Et la défaite à domicile contre un concurrent direct comme ça fait très très mal, quoi. Pourtant, ils ont eu des opportunités. Auxerre, ils ont tiré 14 fois au but, mais il n'y a que 3 tirs cadrés. Donc, c'est un peu ce qu'on disait sur l'OL la semaine précédente. La semaine précédente. Ils ont été mauvais dans les deux surfaces, Auxerre. Ils n'ont pas été tueurs devant, et ils ont été mauvais dans leur surface. Voilà, ça fait 0-1, et ça fait très très mal. Et ça fait très très mal, puisqu'au classement, je vais vous le montrer, Auxerre, du coup, passe à la 17e place, et se retrouve avec 2 points de retard sur Angers. Et ça fait très très mal, puisque le calendrier d'Auxerre, il va pas être très sympa. On l'a dit tout à l'heure, qu'ils allaient jouer l'OM. Oh là là, le calendrier d'Auxerre. Ils vont jouer à Strasbourg, mercredi. Ensuite, ils vont jouer Marseille à domicile, samedi. Ensuite, ils ont un match coup près contre Angers, et derrière, ils jouent Lyon. Courage, les Auxerrois. Parce que putain, les matchs faciles, ils n'existent pas pour vous. Donc là, vous allez affronter sur les 3 prochains matchs Auxerre. Vous allez affronter Strasbourg, Marseille et Lyon. C'est dur, c'est dur. Donc peut-être il y aura un miracle, mais surtout il y aura ce match contre Angers. Il ne faudra pas le perdre, ce match contre Angers. Mais c'est Angers. Fort heureusement pour eux, avant Noël, petit cadeau, ils affronteront le FC Metz. Mais Auxerre derrière Lorient, c'est déprimant pour le football. C'est dommage, parce que vous avez quand même une bonne base. Et je sais pas, j'ai pas vu combien de temps il était blessé, Danois, mais Danois est un super joueur, et s'ils perdent Danois, ça va être très dur, parce que c'est un joueur clé dans cette équipe. Un joueur clé. Voilà, Le Havre, on l'avait dit en début de saison, le mercato du Havre, c'était vraiment la meuf pendant le Covid avec son caddie qui a pris tout et n'importe quoi. 0 € dépensé, Le Havre. Ils ont pris que des joueurs libres à droite à gauche, ils sont allés chercher Samata à l'autre bout du monde, et ça marche. Le pouvoir de l'amitié, quoi. C'est fabuleux, Le Havre, pardon. Le Havre, il monte en Ligue 1, ça n'a déjà aucun sens. Même eux, au club, je me souviens, parce que je bossais avec la Ligue 2 à cette époque-là, au Havre, on me dit, c'était pas prévu. On avait une équipe de jeunes qui n'était pas prévue pour monter. C'était pas non plus prévu qu'ils se maintiennent. Et là, ça tient la route. Et c'est assez fou quand même de voir comment ça bosse Le Havre avec, c'est même pas qu'ils ont pas de moyens, c'est que ils font leurs courses dans les poubelles des sans contrats, quoi. Et ça marche. Bodmer, il ramasse la voiture balai sur le Tour de France, quoi. Le mec ramasse les morts, il les met sur un terrain de foot et ça marche. Moi, j'aurais parié sur Didier Digard, premier coach à sauter dans la saison. Bon, après, personne n'aurait parié sur Hutter, accessoirement. Mais ça marche. Ça fonctionne. Elles sont belles, les poubelles. Elles sont très belles, les poubelles, mais c'est quand même fou. Et à côté de ça, ils ont un Casimir qu'ils ne gardent pas. Et il est nul.
Donc je trouve ça assez fascinant, le Havre, parce que vraiment, vous regardez le 11 de départ. Enfin, je suis incapable de reconnaître un joueur du Havre dans la rue. Je pense, simplement. Je suis incapable. Il y a des mecs, je ne sais même pas d'où ils sortent, mais c'est des bons joueurs. Si, je pense que je reconnais Yacine Keshta. Mais on ne pouvait pas le prolonger, Casimir. Ouais, mais finalement, c'est pas plus mal, parce qu'il est nul, Casimir. Il est nul, la carrière FM d'agent libre. Ouais, c'est un peu comme Clermont avant. Clermont qui dépensait jamais 1 euro sur les marchés de transfert. Donc voilà, je ne sais pas si l'histoire sera aussi belle à la fin de la saison pour le Havre, mais je suis assez fasciné par la manière dont ce club réussit à survivre en Ligue 1 avec des bouts de bois trouvés en forêt, quoi. C'est fou. C'est fou. Loïc Nego, international hongrois, c'est pas mal. Oui, ça n'a aucun sens, mais c'est rigolo, quoi. Allez, dernier match avant de parler de l'OL. Le match entre Rennes et Nice. Le match de la peur pour Habib Beye qu'on annonce sur la sellette. On nous a même annoncé qu'il était viré, sauf qu'en fait non. Ce ne sera pas la première fois que Foot Mercato se met le doigt dans le pif. Du côté de Rennes, c'était l'équipe type, globalement. Retour de Frankowski. Et du côté de Nice, on a Kevin Carlos titulaire à la place de Mohamed Ali Chaud qui s'est blessé à l'entraînement. Et puis ça tourne mal du côté de Rennes assez rapidement. Frappe magnifique de Diop pour l'ouverture du score. Une frappe enroulée mais sortante qui finit dans le petit filet. Franchement magnifique. Derrière, dégagement complètement foiré de Merlin qui tombe sur Klose qui met le 2-0. À la mi-temps, on a 2-0 pour l'OGC Nice et ça commence à sentir du cul pour Habib Beye. On a un léger souffle de rébellion du côté de Rennes avec la réduction du score de Haït Boudlal sur un coup franc de Frankowski, et derrière ça pousse sur toute la fin de match avec une égalisation de Kader Meïté qui est annulée à la VAR à la 93e minute, et donc une nouvelle défaite pour Rennes, 5e match sans victoire pour Rennes. On nous dit que les joueurs ont lâché Beye. Pour des joueurs qui ont lâché Beye, ils sont quand même sacrément arrachés en fin de match. Malheureusement, ça ne suffit pas. 19 tirs à 8 pour Rennes. 1,7 expected goals à 0,8. Mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. C'est une équipe qui s'est mise à jouer à 0,2, quoi. C'est quand même triste de se mettre à jouer à 0,2. C'est pas la première fois, en plus, que Rennes fait ça. Et là, tu peux pas arriver à la mi-temps à 0-2, quoi. Karma pour l'injustice contre l'OL. Non, mais on nous a dit qu'il allait jouer le match mercredi à Habib Beye, mais si ça ne gagne pas mercredi, ce sera terminé pour Habib Beye. Ce sera terminé, et j'ai envie de vous dire, il est temps quand même. Parce que je pense que la marche, elle était trop haute. Habib Beye, il a bénéficié d'une couverture médiatique absolument ahurissante au moment de sa montée avec le Red Star, et je pense qu'il aurait fallu qu'il passe quelques petites saisons en plus là-bas. La marche est un peu haute pour un club qui, en plus, a des moyens et des ambitions à Rennes. C'est quand même un des clubs de Ligue 1 qui n'a pas trop de problèmes d'argent, paradoxalement parce qu'ils vendent bien, mais c'est pas normal, quand on voit l'effectif joueur par joueur du Stade Rennais, d'en être à ce stade-là. C'est pas normal. Tu as un gardien qui est international français, tu as dans ta défense centrale un joueur aguerri comme Anthony Rouault, un des meilleurs défenseurs jeunes français avec Jacquet, des latéraux, Merlin et Frankowski, c'est des vieux briscards de la Ligue 1 qui ont de l'expérience. Alors Merlin n'est pas si vieux, mais c'est un mec qui a beaucoup d'expérience. Haït Boudlal, c'est un super jeune également. Au milieu de terrain, tu as quand même Fofana, Camara, Djaoui Cissé qui est un crack, et ça tourne pas. Devant Ludovic Blas, Esteban Le Paul, Brel Mbolo, t'as mis 15 patates, le salaire de Ludovic Blas, et ça tourne pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Calendrier de Rennes, Toulouse, Strasbourg, PFC, Monaco. À bientôt, Beye. Oui, effectivement. Il est complètement cuit, Fofana, 500K par mois. Je suis pas d'accord. J'ai oublié Rongier. T'as quand même un effectif à Rennes. C'est scandaleux de produire aussi peu avec un effectif de joueurs confirmés comme ça. Ils sont confirmés. Camara, il est piston. C'est un terrorisme de faire jouer Camara piston. Mais bref. Et on doit pouvoir faire quelque chose de cet effectif quand même. Esteban Le Paul, moi, c'est un joueur que j'adore, vraiment. Je trouve qu'il a une gestuelle de très grand joueur. Mbolo, c'est un joueur que j'aime pas, mais je pense pas que ce soit un nulard fini complet. Ludovic Blas, c'est un super joueur de foot. Rongier, c'est un vieux briscard de Ligue 1 maintenant. Merlin, il est aguerri aussi. Il a joué à Nantes, il a joué à Marseille. Comment tu peux pondre une chiasse pareille avec un effectif pareil ? C'est pas possible. Rennes, c'est un club qui doit jouer le top 6 chaque année. C'est déjà une absurdité sans nom qu'il ne soit pas en Coupe d'Europe. C'est honteux, honnêtement. C'est honteux. Mais le club est blindé de thunes et se fait rien avec, c'est hilarant. Alors oui, après, ils ont bien vendu cet été. Ils se sont quand même pas trop mal dépatouillés de leur mercato absolument dégueulasse de l'été dernier. De l'été d'avant, là, où les Ostigard, comment il s'appelait, le japonais, là. Quelle catastrophe. C'est le mercato de
Groenbeek, non mais enfin, c'était un enfer. Et donc, c'est normal. C'est normal que Rennes soit 10e. On est d'accord. Personne ne dit rien. Donc là, Habib Beye, il est enfin menacé. Mais Fourouachi, ouais, c'était ça. Mais le Pôle aurait été bien mieux à Lyon. Bah, Lyon n'a pas les sous. Hein. Lyon n'a pas les sous de Rennes. Lyon peut pas mettre 15 millions sur un attaquant. Meister a un but, devinez contre qui? Oui, c'est vrai qu'Henrik Meister a mis un but contre l'OL. C'est vrai. Glenn Kamara, non mais enfin, ici. Le mercato de Rennes, il y a un an, il y a un an et demi, il est à se pisser dessus hein, quand même. Mais ça doit être difficile d'être supporter rennais en ce moment. Hein. Chaque année, tu te dis, ah ça y est, c'est l'année du renouveau, pouf, on te file Habib Beye, pouf, on te file Jorge Sampaoli. Ça, si, c'était une belle idée de merde. Hein. Et là, on te murmure Philippe Clement. Courage, hein. Courage les amis rennais. Et du côté de Nice, bah... faut même pas un bon match. Faut même pas un bon match, Nice. C'est un match moyen de la part de l'OGC Nice. Mais force est de constater que c'est une équipe, honnêtement, l'OGC Nice, cette année, c'est une équipe foncièrement mid, foncièrement moyenne, avec un recrutement foiré. Perdu Evan Guessant, tu l'as pas remplacé proprement. Kevin Carlos, il est tout nul. Tu es obligé de jouer sans numéro 9 parce que Mofi, il est tout le temps pété, il reviendra jamais de blessure proprement. Jansson, c'est leur Pavel Schultz à eux, en pire. Et en plus, tu as des blessures de tous les côtés. Quoi. Moïse Bombito, il est mort. Mais... Joumaba, la catastrophe. Joumaba. C'est un joueur de foot, Kevin Carlos, en vrai. Je sais pas si c'est un joueur de foot. En tout cas, il est footballeur professionnel. Est-ce que c'est un joueur de foot? Je ne sais pas. Et regardez au classement. Pour une équipe qui est mid, qui fait un début de saison vraiment pas bon, bah Nice, ils sont 8e à 14 points. Donc ils sont à 3 points de Lille, 3 points de Monaco, 4 points de Lyon. Donc ça va, en vrai. Francaise s'en sort pas si mal, parce qu'il a quand même une équipe qui est très très insuffisante sur le papier, quoi. Vanout, pas dingue non plus. Ça va, hein, Vanout. Ça va, c'est pas le pire. Mais Nice, je les attendais plus bas en vrai. Et je trouve que c'est pas si mal ce qu'ils produisent. T'es sévère avec Schultz. Je suis pas sévère avec Schultz. Je suis exigeant avec Schultz. Mais je l'aime bien, Schultz. Mais je suis exigeant. Et on va en parler de toute façon. Voilà, il y avait à peu près, on a à peu près tout dit hein, sur Rennes-Nice de toute façon. Attention Rennes, le calendrier va pas être très très gentil. Bon courage à Habib Beye pour tenir sa place. Il va falloir enchaîner les victoires. Hein. Ça va se rééquilibrer pour Nice. On verra. Hein. Derrière, ça traîne. Donc, vous regardez le classement. Qui aujourd'hui mérite d'être devant Nice? Toulouse, non. Rennes, non. Paris FC, non. Brest, Nantes, non. Nice, finalement, est à sa place. Il y a vraiment une scission assez nette entre le top 7 et le reste. Hein. Pour l'instant, il n'y a que 2 points. Il y a quand même une scission assez nette. Hein. Schultz jouait à sa place sur match sur 3 de toute façon. Oui, mais même, de manière générale, bref, on va en parler de toute façon. Et on finit donc avec le match de clôture de cette 9e journée, l'Olympique Lyonnais qui recevait le RC Strasbourg pour un match de prétendant à l'Europe. L'Olympique Lyonnais qui mettait Satriano de côté pour Pavel Schultz en pointe, tandis que du côté du Racing Club de Strasbourg, c'était plus ou moins l'équipe type. Hein. Emega toujours blessé, Amo Ameyo aussi blessé, mais il n'était pas vraiment titulaire, et Mamadou Sarr, l'ancien Lyonnais, titulaire et capitaine. On a eu très peur à un moment donné que ça nous donne un but d'un ancien Lyonnais, mais cette fois, non, ça ne l'a pas fait. Ouverture du score de Panicelli, hein, comme d'hab, qui reprend de la tête un centre de Guéladoué sur lequel Mata est en retard. À ce moment-là, 0-1. Et on se dit que la soirée va être longue du côté de l'Olympique Lyonnais. Heureusement, on n'a pas trop le temps de douter, puisque 6 minutes plus tard, on a enfin ce qu'on attendait, c'est-à-dire la combinaison de Morton qui donne une superbe ouverture pour Fofana dans le dos de la défense, qui se joue de la défense et qui vient faire une tentative de centre en retrait qui rebondit sur Doucouré. Ça nous fait 1 partout. Derrière, on a cette séquence un peu lunaire avec cette faute de Barco sur Tolisso, et Tolisso qui tire un penalty, mais de façon absolument calamiteuse, c'est-à-dire que Penders plonge, mais il plonge même pas bien, sauf que le penalty est tellement mal tiré qu'il vient rebondir sur le pied de Penders. Donc à un moment donné, il va falloir faire quelque chose du côté des penaltys à Lyon, parce que ça fait 3 penaltys cette saison, 3 loupés. Je sais même pas quelle est la probabilité que ce soit possible. Alors théoriquement, si, on doit pouvoir la calculer, la probabilité, si c'est 15% de chance de rater un péno, ça doit être 3,5% de chance de rater 3 pénos de suite, si je sais à peu près calculer. Oui, j'étais au stade. Derrière, on a ce drame de la soirée avec ce tacle de Doucouré qui lui vaut carton rouge et qui vaut malheureusement 3 mois d'absence pour Fofana. Hein. C'est tombé ce soir. Entorse grave pour Malik Fofana qui sera absent 3 mois des terrains. Ça fait bien chier, très franchement. C'est assez terrible.
On va espérer qu'il revienne le plus vite possible, mais ce sera probablement pas avant fin janvier pour Malik Fofana, qui s'est fait découper. Et on en parlera un peu après, parce que malheureusement, fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Tous les week-ends, il se fait démolir. Tous les week-ends, il y a au mieux un carton jaune. Il fallait que ça arrive. Voilà, donc il fallait une civière et 3 mois d'absence pour qu'on sorte le rouge sur ces tacles-là. Et c'est pas le seul. Rappelez-vous la semelle sur Kadis Mera. À un moment donné, ces joueurs-là, les joueurs un peu techniques, un peu frêles, se font démolir dans ce championnat. Et ça sanctionne pas assez. Et c'est pas qu'à Lyon. Rappelez-vous, avant, avec Neymar au Paris Saint-Germain, qui prenait des trucs mais absolument indécents tous les week-ends, on ne sanctionne pas assez fort ces gestes-là. Il se fait démolir, Malik Fofana. Tous les week-ends, il prend cette faute-là. Le tacle en retard derrière qui lui prend la jambe. C'est calamiteux quand même. Heureusement pour l'OL, on va s'en sortir bien dans cette soirée, puisque à l'entrée des arrêts de jeu, Afonso Moreira, alors vraiment j'aurais pas misé sur lui, qui va tournebouler Guéladoué côté droit pour envoyer une enroulée petit filet mais absolument fabuleuse de son pied droit, juste en dessous du parquage strasbourgeois en plus, ce qui nous donne donc une victoire extrêmement importante pour l'Olympique Lyonnais après des matchs un petit peu laborieux ces dernières semaines contre le TFC et contre Rennes avant ça. L'OL qui du coup remonte dans le top 4 avec un but sorti de nulle part d'Afonso Moreira, mais malheureusement on va retenir cette perte de Malik Fofana. Un coup dur, hein. C'est quand même assez fou la malédiction qu'a l'OL avec ses grosses valeurs marchandes. L'OL a acheté des joueurs régulièrement à un prix assez élevé, et à chaque fois ça s'est mal fini, quoi. Il y a eu Gourcuff en premier lieu, Depay s'est fait les croisés, Jeffrey Nadalid s'est fait les croisés 2 fois, Nuama s'est fait les croisés, c'est dingue quand même. Nabil Fekir s'est fait les croisés. Dès que l'OL a un joueur qui a une valeur marchande, il meurt. Mangala s'est fait les croisés. C'est quand même terrible cette malédiction. Les joueurs nuls se font jamais de blessures à Lyon, grave. On n'a jamais eu de blessure grave pour un joueur qui a une valeur marchande de merde. NG s'est jamais fait les croisés à Lyon. C'est quand même fou, quoi. C'est terrible. Donc là, Fofana 3 mois, ça aurait pu être pire, très honnêtement. On va pas s'en satisfaire, évidemment. Mais on a eu très très peur des ligaments croisés, très très peur du genou, des fractures, etc. etc. Ça fait chier. Ça me fait beaucoup de peine, en vrai, pour Malik Fofana. Parce que ça allait finir par arriver, quoi. Et après, on a Liam Rosenior, donc l'entraîneur de Strasbourg, qui nous dit qu'il n'y a pas faute. Que l'arbitre a jugé à la blessure et pas au tacle. Je sais pas ce qu'il te faut, mon grand. Je sais pas ce qu'il te faut. Enfin, à un moment donné, si là, il n'y a pas rouge... Liam Rosenior a quand même trouvé le moyen de se plaindre de l'arbitrage. Son équipe, elle a été dominée sur la rencontre. Ils n'ont pas été bons, Strasbourg, sur le match. Le penalty sur Tolisso, il existe. Il y a un penalty. En plus, pourquoi pleurer sur un penalty qui est sauvé? L'arbitrage, il n'a pas influé sur le match. Fofana, il marque, il n'y a rien à dire. Et le but de Moreira, il n'y a rien à dire non plus. Enfin, vraiment, il faut m'expliquer. À moins que ça devienne une mode de pleurer contre l'arbitrage quand on perd contre l'Olympique Lyonnais, même quand il n'y a littéralement absolument pas de quoi se plaindre. Je vous avoue que j'ai du mal. Peut-être je ne suis pas objectif. Je suis incapable de vous dire où il y a un fait d'arbitrage contestable dans ce match. Voilà. Et alors, les pleurs, effectivement, c'est ce que tu dis dans le chat, Pompavelao. Les Strasbourgeois qui pleurent parce que l'OL joue pas très proprement. Ils se plaignent de Tagliafico. Ils savent qu'ils ont Valentin Barco dans leur club. Moi, j'adore Valentin Barco. J'aime les joueurs vicieux. Alors oui, effectivement, Valentin Barco, t'as envie de le claquer quand il joue contre toi. Ça fait partie du foot. Et effectivement, Tagliafico, il est insupportable comme ça. Mais il en faut des joueurs comme ça. Et du coup, il en manque peut-être du côté de Strasbourg. Il en manque peut-être, je comprends la frustration de prendre des buts à la dernière minute. Mais au lieu de pleurer sur l'arbitrage, peut-être qu'il faut que Strasbourg se rappelle que le match contre Monaco, ils se le perdent à la 96e, que le match contre l'OM, ils se le perdent à la 91e, et que le match contre le Paris Saint-Germain, ils mènent 3-1 et ils sont revenir dans les dernières minutes du match. Il y a une constante quand même. C'est pas l'arbitrage, c'est pas les méchants lyonnais. Il y a peut-être une constante dans la capacité à savoir gérer un match sur la fin avec un petit manque d'expérience, un petit manque de vice. Donc peut-être qu'il faut apprendre des clubs qui jouent un peu sale. Parce que malheureusement, pour Strasbourg, contre le top 4 cette saison, c'est 1 sur 12. C'est peut-être là la limite de ce club. Elle est peut-être là aussi. Et ça, malheureusement, c'est pas les méchants lyonnais qui vont leur apprendre ça. Donc on est sûr que Panicelli est argentin, il a l'air un peu trop sympa. Graves, c'est bien au-dessus des camps. Oui, Graves, c'est bien au-dessus des camps, en vrai.
Donc voilà, Strasbourg, il y a, je pense, un petit côté suffisant de la part de Liam Rosenior qui m'inquiète. Il y a quand même un effectif qui est monstrueux. Enfin, il est monstrueux, cet effectif de Strasbourg. Il y a des bons joueurs à chaque poste. Même Enciso, là, que je découvrais. Je n'avais pas bien vu Enciso. Il fait peur, le monsieur. Hein. Panicelli, c'est un top attaquant. Encore une fois, là, c'est tout faire, ce mec. Barco, c'est top niveau. La défense centrale, c'est top niveau aussi. Bon, c'est... Peut-être qu'on n'est pas assez exigeant avec Strasbourg, je pense, par rapport à la qualité des joueurs sur le terrain, par rapport au mercato à 125 millions. Peut-être qu'on n'est pas assez exigeant parce que c'est Strasbourg. Mais la vérité, c'est que Strasbourg a un effectif qui doit faire top 4 les doigts dans le pif. Les doigts dans le pif. Vous avez aujourd'hui, je pense, PSG mis à part évidemment, le meilleur attaquant de Ligue 1. Panicelli, pour moi, c'est le meilleur attaquant de Ligue 1. Et quand je dis Paris Saint-Germain mis à part, je suis même pas sûr. Je pense que Panicelli est un joueur qui a tout, qui a la niaque, qui a la vista, qui a le placement, qui a la tête, les pieds, il a tout, ce joueur. Et quand tu as ça devant, que tu as des mecs pour le servir qui sont des cracks, que tu as une solidité au milieu de terrain et des joueurs en défense qui sont quand même parmi les meilleurs joueurs du championnat, simplement. Guéladoué, je pense que c'est un des meilleurs arrière-droits du championnat, derrière Hakimi évidemment qui est intouchable. Sarr, c'est un monstre. Penders, c'est censé être un des plus gros prospects mondiaux au poste de gardien de but. À mon sens, on doit être plus exigeant avec le RC Strasbourg par rapport aux moyens qu'ils ont à disposition. Voilà. Et perdre contre l'Olympique Lyonnais et son effectif de la force de l'amitié, pour pas être désobligeant, tu dois pas t'en contenter. Je suis désolé, hein, le 11 de départ de l'Olympique Lyonnais, là ça va, c'est à peu près l'équipe type, mais alors l'attaque, on a Karabek qui jouait en D2 allemande l'an dernier, on a Satriano, son pic de carrière, c'est 4 buts en championnat, on a Afonso Moreira qui jouait au Sporting Portugal en réserve l'an dernier, et t'arrives à prendre 2 buts de ces mecs-là. Bon courage les gars. Hein. Surtout qu'en plus, tu as quand même des faiblesses derrière du côté de l'OL. Mata a fait un très mauvais match. Il n'est pas dans une bonne passe, Clinton Mata. Il est fébrile, il se fait avoir dans le dos, il se fait avoir sur des relances bêtes. Il n'est pas aidé par Maitland Nice, qui est toujours aussi nonchalant, toujours ses pertes de balles avec ses passes mollassonnes à la relance. J'aimerais bien qu'il mette un peu plus d'engagement dans son match, Maitland Nice. Attention, heureusement qu'on a un Moussa Niakhaté qui est devenu Leonardo Bonucci. Je n'ai pas d'explication sur la métamorphose de Moussa Niakhaté. Alors putain, qu'est-ce qu'il est fort. L'impression visuelle de Niakhaté au stade, elle est dingue. Elle est dingue, il fait peur Moussa Niakhaté. Il a l'air immense. Et je crois que ça va être la 3e, peut-être la 4e fois que je mets Moussa Niakhaté dans mon équipe type. Et Dieu sait que j'étais pas convaincu l'an dernier. Le niveau de Moussa Niakhaté, absolument fabuleux. Mata était très bon jeudi. Je suis pas d'accord avec vous. Vous avez en tête, je pense, le retour défensif qu'il fait, mais il se fait d'abord prendre dans le dos. Donc non, je suis pas d'accord. Il est pas bon jeudi. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon. Et sur le match contre Strasbourg, il n'est pas bon du tout. Il s'est fait prendre par Panicelli tout le match. Il n'est pas aidé par Maitland Niles. Je trouve que Mata est dans une pente descendante. Et heureusement qu'il est tenu par Moussa Niakhaté, qui lui affiche un niveau de pilier. Je pense sincèrement que c'est le meilleur défenseur de Ligue 1 sur le début de saison, Moussa Niakhaté. Et alors vraiment, on fait un rewind 4 mois en arrière, et vous me dites, je vais dire ça en octobre, je pense que je m'auto-fous de ma gueule. Mais je pense sincèrement que Moussa Niakhaté est le meilleur défenseur de Ligue 1 sur ce début de saison. En toute objectivité. Voilà. Quoi d'autre ? Schulz, qui était titularisé au poste de numéro 9. C'est pas un mauvais joueur, Schulz. Il a beaucoup d'activités. Mais déjà, je pense qu'il n'est pas aidé par Karabek, qui a fait un match... ça, c'est plus qu'un match hors nature, Karabek. Hein. Il n'y a rien dans le match de Karabek. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Et Schulz, il y a malheureusement... c'est pas un 9, quoi. Donc quand il part au but tout seul, c'est pas un 9 et ça se voit. Il y a cette énorme occasion où il part tout seul au but, il va pas assez vite et ensuite il croise pas bien sa frappe. Il faut bien qu'on trouve quelque part où le mettre. Heureusement pour lui, d'une manière ou d'une autre, je pense que la blessure de Fofana va l'aider à gratter des minutes. Moi, j'aimerais que Schulz réussisse à l'OL parce que il a tout pour plaire, ce mec. Il a l'air grave sympa, il a une bonne dégaine et en plus... Schulz, il a un nom qui est trop cool à crier dans un stade, ça fait Schulz. Bref, ça c'est complètement anodin. Mais j'aimerais bien qu'il y arrive, on va lui laisser du temps.
mais il n'est pas incroyable en 10. Il n'est pas numéro 9. Il n'est pas assez rapide pour être sur une aile. Il n'est pas non plus très très technique. Il n'est pas non plus extrêmement physique. Du coup, j'ai du mal à cibler le type de joueur que ça peut être dans un cas où il réussit. Peut-être en second attaquant, mais derrière, je pense à un attaquant qui va vite. Avec Satriano, j'ai du mal à voir comment ça peut marcher. J'attends de voir les jeunes. Là, ils ont joué dans le Challenge Espoir la veille, donc ils n'étaient pas sur la feuille de match, Gomez Rodriguez et Molébé. Mais j'aimerais bien à un moment donné qu'on puisse les voir, parce qu'eux ont de la vitesse pour le coup. Alors s'ils sont pas là, c'est qu'ils sont probablement pas au niveau, hein. Molébé a marqué un super match dans le derby chez les jeunes. Gomez Rodriguez, il est un peu en tombée de température quand même. Mais faudrait voir. Ghezal a fait une mauvaise entrée. Non mais Ghezal... Ghezal, quand il a été annoncé à l'OL, on nous dit il n'y a pas de prime à la signature et le salaire est tout petit. Alors il se trouve que le salaire est pas si petit que ça. Pour l'OL, c'est un petit salaire, mais pour n'importe quel club de Ligue 1, c'est un salaire conséquent. Ghezal touche plus à l'Olympique Lyonnais cette année que Pierre Lesmelou touchait à Brest, par exemple. Je pense qu'il touche plus du double, voire peut-être le triple du salaire de Amin Sbaï à Angers. Donc peut-être c'est un petit salaire pour l'OL, mais pour l'apport de Ghezal, pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment rien du tout. Il y a le frigo est vide hein, du côté des pieds de Ghezal. Le moteur tourne à vide, là. Donc j'ai du mal à comprendre l'apport de ce joueur-là. On connaît hein, son profil d'ailier intérieur avec une bonne patte gauche. C'est comme Karabekh, mais peut-être qu'il faut un peu plus de variété. Au moins, on a Afonso Moreira de l'autre côté qui apporte cette variété-là, qui apporte de la vivacité, qui apporte de la vitesse. Et qui pour le coup est clutch puisqu'il a marqué en Europa League contre Bâle et là il marque contre Strasbourg un superbe but. Donc c'est peut-être le seul motif d'espoir de cette soirée côté lyonnais avec la blessure de Fofana, c'est que peut-être que Afonso Moreira est en train d'éclore, ce qu'on n'attendait pas trop pour un mec qui vient de la réserve du Sporting. Il montre qu'il a une palette qui va un peu plus loin que juste courir, parce que pour le coup il est très fort pour faire ça. C'est un chien fou, il a une énorme activité. Là s'il est capable de mettre des bangers comme ça, c'est plutôt bon signe, surtout que la place d'ailier gauche, elle est libre jusqu'à fin janvier avec la blessure de Fofana. Donc évidemment, moi aussi, des gros doutes sur Afonso Moreira titulaire, parce que pour l'instant, on l'a principalement vu face à des défenses fatiguées, lancé, et donc dans un rôle qui lui sied parfaitement. On verra en tant que titulaire si c'est peut-être un peu plus difficile, comme ça peut l'être pour Robinho Vaz à Marseille. Mais Afonso aussi, il a des zoomies. Exactement, ouais, c'est un chien fou. Nuama revient quand? Nuama, je pense qu'il reviendra en janvier. S'il revient en décembre, ce sera pas mal, il reviendra en janvier. Et pour info, Mangala est de retour à l'entraînement, donc on devrait le voir réintégrer le groupe des matchs incessamment sous peu. Voilà, il va retenter la même frappe 50 fois pour 0 réussite. Ah ben c'est sûr. C'est sûr. Moi, je le préfère en entrée, Afonso Moreira. Je pense que Schulz va aller se déporter sur le côté gauche, parce que c'est plus ou moins son poste à la base, Pavel Schulz, espèce d'attaquant intérieur côté gauche, et qu'on continuera à avoir Afonso Moreira dans un rôle de joker, et peut-être titulaire sur des matchs d'Europa League, encore une fois. Mais on va prier pour tenir bon la baraque jusqu'à fin janvier, où on devrait normalement récupérer et Nuama et Fofana, et ça devrait être un peu plus sympa. Et on aura peut-être au mercato d'hiver, on ne sait jamais, peut-être un numéro 9 en prêt, on ne sait pas. Peut-être que le mercato d'hiver sera porteur de bonnes nouvelles du côté de l'OL, mais il faudra attendre. Heureusement, le calendrier est plutôt OK du côté de l'OL. On a des matchs qui sont pas trop compliqués, à part le PSG. On va voir. Surtout Schulz, faut le tituler vu le prix. Oui, quoi qu'il arrive, il faudra le mettre en valeur, Schulz. Bien sûr, il faudra le mettre en valeur. Voilà, on a terminé pour les différents matchs. Je vais vous remettre le classement à l'issue de cette 9e journée pour vous montrer que le Paris Saint-Germain reprend la tête du championnat devant le RC Lens et l'Olympique de Marseille. Lyon remonte à la 4e place. Lille est 5e à égalité de points avec Monaco. Strasbourg 7e. Ensuite, on a un petit trou avec Nice 8e, 14 points. Puis derrière, on tombe à Toulouse, Rennes, Paris et Brest, Nantes, Le Havre, Angers, et les 3 relégables sont donc Lorient, Auxerre et Metz avec 2 points et moins 20 de différence de but. Voilà, on compte faire jouer Molébé ou AGR un jour. Je sais pas, faudra demander au coach. L'équipe type de ce week-end, je vous ai mis dans les cages Yehvan Diouf, auteur de je sais pas combien d'arrêts contre Rennes, c'est lui qui sauve le match. Il y a notamment une parade absolument fabuleuse où vraiment il va la chercher, je sais pas comment il va la chercher. Mais bref, j'hésitais entre lui et Kofi, j'ai décidé de vous mettre Yehvan Diouf. Une défense à 3 avec Moussa Niakhaté, encore une fois monstrueux. Mohamed Salissou,
Buteur est très bon avec l'AS Monaco. Samson Beidou, excellent face à l'OM avec le RC Lens. À droite, c'est évidemment Achraf Hakimi avec son doublé. À gauche, j'ai hésité avec Tagliafico, mais je vous ai mis Romain Perraud, buteur également avec Lille. Milieu de terrain, Vitinha, auteur d'une passe D, et Tyler Morton, auteur d'une passe presque décisive sur le contre son camp de Doucouré. Félix Correa sur l'aile droite. Mathis Sabline pour son but magnifique côté gauche. J'ai hésité avec Fernandez Pardo qui a fait 2 passes D, mais j'ai préféré vous mettre Mathis Sabline avec son but magnifique pour le récompenser d'un début de saison qui est quand même plutôt pas mal. Et en pointe, j'ai hésité entre Prosper Peter et Sidiki Cherif, et j'ai mis Sidiki Cherif parce que je trouve son but vraiment magnifique. Et en coach, en fait, le problème du coach pour l'équipe type, c'est qu'à ce rythme-là, on va mettre le coach qui a joué le FC Metz, quoi. Donc peut-être qu'on va mettre une règle et que les matchs contre le FC Metz ne compteront plus. J'ai hésité avec Pierre Sage, mais le match du RC Lens, c'est solide, mais il n'est pas non plus hyper flamboyant. Donc j'ai mis Bruno Genesio parce que bon, 6-1, on est quand même un peu obligé de mettre Genesio. Mais bon, si Metz continue à en prendre 6 par match, on fera peut-être un peu de variété là-dedans. Voilà, pour l'équipe type, j'avais hésité également avec Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain avec Morton, mais j'ai décidé de mettre Morton parce que je l'aime bien, Morton. Il a ses chaussettes basses, là, on dirait Franz Beckenbauer, je l'aime trop. Le programme de la prochaine journée, ce sera mercredi. Tous les matchs le même soir, mercredi 19h, 4 matchs, mercredi 21h05, 5 matchs, avec notamment un nouveau duel pour le maintien entre Le Havre et Brest, Lorient qui recevra le Paris Saint-Germain, bon courage à eux, Marseille qui recevra Angers, du côté de Lyon on ira sur la pelouse du Paris FC et on aura le Toulouse-Rennes de tous les dangers pour Habib Beye. Voilà, on n'a pas de grosse affiche dans l'absolu sur cette journée de championnat en pleine semaine et on aura une autre journée de championnat le week-end qui suit avant une délicieuse et dernière trêve internationale de l'année. Un débrief mercredi-jeudi, le débrief sera jeudi soir à J+1 comme d'habitude. Par contre, le débrief de dimanche sera dimanche soir dans la foulée du match contre Brest. Donc ce sera un débrief OL, on-to débrief Ligue 1 derrière. Double ration de plaisir, je ne serai pas chez moi, ce sera un débrief délocalisé. Voilà, on a terminé ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires, etc., etc. Je vous mettrai le replay sur YouTube dès que je peux et je vous mettrai également le podcast sur Spotify dès que je pourrai. Demain, voilà, on se retrouve donc jeudi sur les coups de 21h pour le débrief de la journée numéro 10 et on se retrouvera dimanche à 23h pour le débrief de la 11e journée dans la foulée du match entre Brest et l'Olympique Lyonnais. Voilà. Comment tu fais la tête des gens dans l'équipe? Tu vas les prendre sur Transfer Market. Je les prends sur Google, je les détourne et je les intègre. C'est long, c'est chiant, mais ça fait un visuel joli. Déplacement à l'Estadio Monumental Francisco Leblé, exactement. Exactement. Oui, j'ai vu que Textor voulait racheter Wolverhampton. Écoutez, les cons, ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. On a fait 1h37. À chaque fois, je dis que ça va être plus rapide que d'habitude. Et à chaque fois, on fait encore plus long que la précédente. Je vous fais des bisous. À jeudi. À bientôt. Ciao. Bye.